طيب الله مساءكم مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدث. برنامجنا الليلة سيكون حول مؤتمر حركة فلام نهاية الشهر المنصرم. طبعا تأثير ذلك المؤتمر وما هو موقف الأحزاب السياسية منه، كيف ينظر الشعب الموريتاني إلى دعوات الحركة، ما هي حقيقة ما جرى بعد مؤتمر الحركة في 29 و30 من الشهر المنصرم، ما هو تأثير ذلك على الوحدة الوطنية، ولماذا سمحت الحكومة الموريتانية بتنظيم هذا المؤتمر بعد أن رفضته في البداية. ضيوفنا هذه الليلة سيكون معنا الأستاذ بلال والحمزة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيكون معنا كذلك الأستاذ صنبتشام رئيس حركة فلام، سيكون معنا كذلك الأستاذ أوغورمو من حزب اتحاد قوى التقدم، طبعا ممثلا عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وسيكون معنا الدكتور عبد السلام الحرمة رئيس حزب الصواب. إذا نرحب بكم ضيوفا كراما معنا، وطبعا في هذه الحلقة نريد أن نعرف تداعيات هذا المؤتمر وتأثيره على طبعا المشهد بصفة عامة والمشهد السياسي بصفة خاصة. والبداية سنبدأ مع رئيس الحركة l'Oustad Sambetcham. Donc, on va maintenant vous parler en français, bien sûr. Bien sûr. Le mouvement Flamme créé en 1983 avait comme objectif, je cite, de mettre fin de l'exclusion des Noirs du pays, y compris par la force des armes. Monsieur le Président, pouvez-vous concrètement expliquer aux citoyens mauritaniens la réalité, ou bien mauritaniens, la réalité exacte de cette exclusion? Je vous remercie de me donner l'opportunité un peu de discuter. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'expliquer sur votre plateau, encore une fois, mais je veux d'abord rectifier un peu dans votre introduction. Vous avez dit que le mouvement Flamme a écrit dans son programme qu'il voulait mettre fin à l'exclusion des Noirs par les armes. C'est pas comme ça que nous l'avons dit. Nous avons dit que nous voulons mettre fin à l'exclusion par tous les moyens s'il le faut. Mais vous ne lirez nulle part, de manière très concrète, par les armes. C'est une précision utile. Maintenant, le deuxième segment de votre question, c'est comment se manifeste cette exclusion. Cette exclusion. Bon. Je crois que là aussi j'ai assez suffisamment expliqué. J'ai dit que lorsque nous avions rédigé le manifeste, nous l'avions rédigé en 3 parties. La première partie, nous avions dressé les statistiques sur la base de l'ensemble des secteurs vitaux de l'État, de l'administration, en passant par l'armée, en passant par les entreprises, en passant par les sociétés d'État. Partout, nous avons recensé combien il y avait d'arabo-berbères, combien il y avait de négro-africains. À l'époque, on compris, on mettait négro-mauritanien. Donc, nous avions fait cette statistique-là et nous avons partout trouvé un déséquilibre. Et ça, c'était au temps de Wultaya. L'écart est énorme. En tout cas, si on prend le début du règne de Wultaya et la fin du règne de Wultaya, on ne pouvait plus parler de marginalisation. Ça, c'est entre guillemets, entre parenthèses, avant que je développe le reste. On ne peut pas parler de marginalisation ou d'exclusion après ça. C'est la liquidation. À la fin du règne de Wultaya, c'est la liquidation. Au début du règne de Wultaya, c'est la marginalisation. Donc les termes ont leur importance. Donc quand nous avons dressé ces statistiques, nous avons montré que partout, il y avait un déséquilibre. Et nous avons dit, adressant de bonne foi à l'État, qu'il y avait un déséquilibre dans le traitement de ces composantes nationales. Pour construire un pays, il faut équilibrer entre les citoyens. Ça, c'est la première partie du manifeste. Voilà les statistiques. Ces statistiques montrent qu'il y a des équilibres dans l'emploi ou dans l'utilisation des éléments négro-africains et arabo-berbères par l'État. Premier niveau. Deuxième niveau, nous avons dit, si on reconnaît que ça c'est un problème, et parce que c'est un problème, si ce déséquilibre, s'il continue, il va conduire au dérapage. Nous avons dit, si on reconnaît que c'est là un problème, il faut d'abord reconnaître que c'est un problème, et une fois qu'on reconnaît que c'est là un problème, il faut s'asseoir pour en débattre. C'est un peu, comment dirais-je, le contenu du manifeste. Donc, si, pour me reporter dans le temps, comment se manifester cette exclusion, c'est un peu ça, au niveau culturel, au niveau administratif, au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement. Partout
tous les négro-africains, c'était, comment dirais-je, se sous-employer ou étaient simplement en minorité. Non pas parce qu'ils manquaient de compétences, non pas parce qu'ils n'étaient pas des cadres sérieux, compétents, non, c'est simplement le système qui faisait de sorte que, bon, ils n'employaient pas les gens et ils faisaient une ségrégation, une discrimination raciale. On mettait la composante arabo-berbère au-dessus. On voulait liquider la composante négro-africaine. Ça, c'était une idéologie de Oultaya au départ. Bien sûr, derrière ça, il y avait les lobbies. Il y avait des lobbies de ces gens qui estimaient que la Mauritanie est arabe. Pour eux, les Mauritaniens noirs, ça gênait. Donc, il faut les liquider pour absolument ne pas gêner l'arabité de la Mauritanie. Voilà comment se manifeste la discrimination. Mais elle n'est pas... Au départ, comme je dis, c'était juste la marginalisation. Mais si on compare l'état de la situation de l'époque et l'état de la situation actuelle, mais c'est pas loin de l'un de l'autre. C'est pas loin du tout. Vos médias, qui contrôlent Chikiti TV, qui contrôle Watania, qui contrôle Sahel TV, qui contrôle les autres médias de radio, juste sur cet exemple-là, sur le plan culturel. Nous sommes c'est juste un appoint, mais fondamentalement, nous sommes exclus au niveau de ces médias-là. Donc, ce n'est pas seulement les médias, au niveau de l'armée également. Aujourd'hui, vous avez regardé comment dirais-je, la promotion des officiers qui était sortie dernièrement. C'est tout rouge. Vous croyez que c'est normal ça? Ou bien est-ce que les Noirs sont simplement, comment dirais-je, intelligents pour pouvoir accéder à ça? Ce sont ces choses que nous avons posées depuis toujours, mais malheureusement, on a fait la sourde oreille et certains ont contribué à noyer notre discours, aussi bien d'un côté que de l'autre, que des adversaires politiques. Voilà la problématique que nous posons. Donc, au plan économique, nous n'avons rien, nous n'avons pas de banque, nous n'avons pas de secteur pêche, nous ne contrôlons rien du tout. Au plan des médias, nous ne contrôlons rien du tout. Au plan de la culture, par l'arabisation, on nous a fait échouer totalement. Regardez les chiffres du bac. Comptez ce qui est sorti de là. Regardez la promotion dernière qui est sortie de l'école de l'ENA. 296, 23 négro-africains arrêtés. C'est à ce niveau que nous sommes marginalisés. C'est ça que nous posons. Et nous disons qu'un pays ne peut pas se construire comme ça. Un pays, comme disait Lincoln, ne peut pas se construire ni free ni slave. On ne peut pas se construire moitié free, moitié citoyen. Moitié free, moitié libre. Il faut que nous soyons tous libres ou que nous ne soyons pas du tout. Voilà comment ça se manifeste. Donc notre problématique n'est pas que nous menaçons les gens, mais nous posons une problématique. Il faut y faire face. C'est ça que nous disons. Il y a une problématique qu'on ne peut pas gommer, qu'on ne peut pas lier. Il faut y faire face. Voilà ce que nous disons. Donc en résumé, je crois avoir répondu un peu à ta problématique. Je m'excuse, là, je vais éteindre ce téléphone-là. Je m'excuse. C'est simplement ce que je voulais dire pour l'instant. اوكي بون نحن سنتحول الى الدكتوره عبد السلام. سلام الرئيس تحدث عن التهميش، قال انه طبعا لا يوجد توازن ويوجد تهميش للافارقه. طبعا الدوله همشت الافارقه منذ فتره طويله، يعني في جميع النواحي الاداريه العسكريه والحكوميه غير ذلك. اذا كان لديكم رد على هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة قبل أن أجيب على السؤال الذي طرحت وأن أعلق على ما ورد في كلام الأخ، نحن هنا نتكلم كسياسيين وكقوة سياسية، وكقوة سياسية في فضاء تعددي، مما يعني أن لنا الحق جميعا أن نقدم رؤانا السياسية ومشاريعنا السياسية وندافع عنها في حدود ما يكفله القانون وما يكفله الدستور، ونحافظ على المكاسب رغم محدوديتها التي تحققت في هذا الجانب. طبعا نحن هناك أحزاب سياسية، هناك دستور وهناك قوانين تنظم حياتنا السياسية وتنظم شروط عملنا السياسي. هذه الشروط وهذا الدستور وهذه القوانين عندها حدود وعندها خطوط حمراء. من هذه الخطوط الحمراء أن يكون العمل عمل سياسي، عمل سياسي علني، خالي من العنف، خالي من نبذ الآخر، من إقصاء الآخر، من زرع خطاب الكراهية وخطاب الفتنة، خالي من الإشارة
أو التصريح باللجوء أو التوسل بأي أسلوب غير أسلوب سياسي مدني، بما يعني حمل السلاح واللجوء إلى العنف، لأننا إذا انتقلنا إلى هذه المرحلة نمنع سياسيين، أصبحنا حركات أخرى أو نعبر بوسائل أخرى ليست وسائل سياسية. هنا الإخوة في حركة فلام صدر عنهم من تاريخ تأسيسهم من 1983 وما بعد ذلك مجموعة من البيانات. هذه من البيانات لا تخلو إطلاقا مما أشرت إليه، فيه المنشور الذي صدر 1986 ودعا صراحة إلى حمل السلاح. نعم. حتى اسم الحركة حركة تحرير، أي تحرير من ماذا؟ هذه قوة التحرير هي تحرير من ماذا؟ هذه تحرير مفهوم لقوى كانت تريد التحرر من الاستعمار، وهناك فرق كبير بين من يريد أن ينال حقوق سياسية واجتماعية وثقافية له الحق بها، نعم، إذا أثبت أنها موجودة، وإذا أثبت أنه يستحقها، وبالتأكيد هو له الحقوق، له كل الحقوق التي لجميع المواطنين الموريتانيين، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. إذا أثبت فعلا أنه له هذه الحقوق سياسيا، عليه أن ينتزعها بنضاله السلمي، وعليه أن يتوسل أن يكون الآخرون معه في هذا الجانب، لكن لا يجوز له إطلاقا أن يتوسل وسيلة أخرى وهي حمل السلاح. هذه النقطة. بالتالي الاسم عليه تحفظ، الخطاب البرنامج عليه تحفظ. لم أسمع في حدود علمي إطلاقا أن الإخوة في حركة الفلام يوم ما اعتذروا عن هذا الموضوع، اعتذروا الشعب الموريتاني أنهم لم يعودوا معنيين بحمل السلاح. الناحية الثالثة الأخرى، وهذه المهمة، موريتانيا والشعب الموريتاني يضع عليهم علامات استفهام أنهم في مرحلة معينة اصطفوا وحملوا السلاح ضد بلدهم في موقف معين، في نزاع دولي ما بين موريتانيا ودولة أخرى جارة. هذا موقف لا يسمح به سياسيا ولا يدخل إطلاقا في إطار العمل السياسي. هذه الأمور وغير هذه الأمور في الحقيقة تخرج أي إنسان عمل بها، ليس هم أي سياسي موريتاني خرج إلى هذا الأسلوب لم يعد سياسي، وليس له الحق من وجهة نظري أن يعامل كسياسي، يعامل كصاحب أسلوب آخر ليس أسلوب العمل السياسي اللي نتوصله جميعا. لا يوجد هنا في موريتانيا سياسي إلا وتعرض للظلم. كل من حاول أن يقوم بانقلاب في موريتانيا هنا جوبه بالقتل والتعذيب والتنكيل، بغض النظر عن جنسيته وعن لونه وعن انتمائه السياسي. موريتانيا وقع فيها 3 انقلابات عسكرية دموية. الانقلاب العسكري الدموي الأول هو انقلاب 16 مارس، أصحابه تم تنفيذ الإعدام بحقهم. بعده انقلاب آخر تم الشروع فيه والشروع في تنفيذه، طبعا حكم على 3 منهم بالإعدام. طبعا وقع انقلاب آخر وما قام به فصائل التغيير، وهؤلاء حكم عليهم بأحكام قاسية لم تصل إلى حد الإعدام ولكنها وصلت إلى المؤبد، وتعرض ذووهم وأهاليهم وحلقاتهم الاجتماعية للإقصاء والتهميش. بالتالي هنا القضية قضية دفاع عن السلطة ووسائل السلطة تواجه بها كل معارضها، ولا تعني إطلاقا حركة سياسية دون حركة سياسية. النقطة الثالثة أنني أتحفظ على كلام أخي حينما يقول المجتمع العربي البربري. البربر هذا ما جانب عرقي. الثقافة القومية هنا ليست عرق وإنما ثقافة. لا يوجد هنا مكون في موريتانيا يريد أن يكون له هذا الاسم أو يناظم حقوق الأمازيغية والبربرية. الناس هنا تريد، لا يوجد مكون يعلن عن نفسه إطلاقا يحمل هذا الاسم. إذا لماذا نحيي اسما ميتا لا وجود له؟ نوقظ لدينا مجموعة من التعدد كثير، ونريد أن نقرب فيما بينه أو نخفف الفوارق. لماذا نوقظ أو نحيي نعرات لا وجود لها؟ من احترام الآخر أن تسميه باسمه. نحن هذه القومية الأخرى الذي يجمعها هو في الناحية القومية هو المكون الحساني، المكون اللغوي العربية، ثاني مكون عربي، مثل ما الإخوة الأشقاء البولار والسونيكي والروف وزعوا على أساس انتمائهم الثقافي واللغوي. ينبغي أن نقول المجموعة السونيكية، المجموعة الروفية، المجموعة البولارية، لأن الأساس هنا أساس لغوي وليس أساس عرقي. مفهوم القومية. النقطة الأخيرة التي أود أنه حينما أتيح لهؤلاء أتيحت لهم فرصة أن يمارسوا مثل جميع القوى السياسية حق العمل السياسي رغم ما تعرضت له في الماضي. إذا رجعنا نريد فعلا أن نصون هذا الماضي وأن نقوم بجبر الضرر. وقعت هناك أضرار كثيرة ليست بحق الإخوة في أحداث 90 وأحداث 86، وإنما هناك ناس قتلوا في 81،
ناس قتلوا ما بعد ذلك. جميع هؤلاء ينبغي أن يجبر الأضرار التي لحقت بهم، ينبغي أن يتم معالجتها بما يضمنه العدالة والإنصاف، ولكن في أفق نتجه فيه الأمام، أفق الوئام والإخوة والاتحاد، وليس أفق نكر الجراح. اليوم أتيحت لهم فرصة، عليهم أن يوضحوا على نحو لا لبس فيه للشعب الموريتاني أنهم سياسيون يريدون ممارسة حقهم السياسي، انتزاع حقوقهم الثقافية السياسية الاقتصادية، لكن بأسلوب العمل السياسي الذي يتبخاه الجميع، وليس بأي أسلوب آخر، لأن الأسلوب الآخر أثبت أنه لا يفيد صاحبه ولا يفيد الدولة الموريتانية ولا يفيد المجتمع. الجميع خاسروا فيه خاسرون. بالتالي لا أرى أنه من الحكمة أن نعود إلى هذا الأسلوب وإلى هذا الخطاب. هذا من ناحية النقطة الأخيرة، وهي أن اليوم كسياسيين لا يمكن أن نحتمي بالدستور الذي يعطينا حق التعدد وأن نقوم بانتهاك هذا الدستور. الدستور لي وعلي، ينبغي أن نلتزم به جميعا، لا ألتزم بجانب للحق أن أعلن عن نفسي، للحق أن أمارس نشاط سياسي. هذه نص قضايا يكفلها للدستور، لكن الدستور يلزمك بقضايا أخرى. هذه القضايا عليك أن تنتبه إليها وتكون يقظا تجاهها، وعلى المجتمع السياسي أحزابا وجماعات وقوى مجتمع مدني أن تكون يقظة في هذا الاتجاه. نعم إذن سنتحول إلى الأستاذ لوكورمو. طبعا استمعتم إلى طبعا سامبي تشام رئيس حركة فلام. Si vous avez quelque chose à ajouter ou bien une réponse, c'est qui est le président. Je vous remercie. Je vous remercie de cet accueil. Je commencerai d'abord par dire que c'est une émission qui en soi est très importante. J'aurais aimé que l'organisation soit un peu plus pratique du point de vue de la communication, pour que la conversation soit plus fluide, et que ceux qui nous écoutent n'aient pas l'impression que c'est des monologues. Donc une traduction, c'est fondamental. Et le pays, là, le pays que nous vivons là, connaît un grand problème. C'est le fait que désormais, la traduction est devenue quelque chose d'extraordinairement secondaire, au point que on ne se préoccupe plus de savoir est-ce que les gens se comprennent, est-ce que ce qu'ils se disent, ils se comprennent, est-ce qu'ils s'entendent. Et ça, c'est très grave. C'est pas bien. C'est pas pour vous que je critique, au contraire, déjà la conception même de l'émission est très bien, d'amener les gens dans leur diversité, d'amener les gens dans toutes les diversités possibles pour qu'ils puissent s'exprimer sur des questions délicates, et sans coup de feu, sans insultes, sans cris, pour que les uns et les autres nous créions au moins une compréhension d'ensemble les uns avec les autres pour faire tomber les préjugés. Parce que le pire des choses, dans ce genre de questions qui concernent l'identité de notre pays et l'avenir de notre pays, le pire, ce sont les préjugés. Et il faut que les uns et les autres, nous puissions donc nous comprendre, nous écouter, et surtout que nous puissions discuter de manière libre. Donc c'est pour ça que je vous remercie en même temps que je fais cette remarque. J'ai entendu ce que le président Cham a dit, ainsi d'ailleurs qu'aussi que mon ami vient de dire à sa suite. Évidemment, le sujet est un sujet très complexe. La question des discriminations dans ce pays-là et de la manière dont c'est géré. Il est certain que dans notre pays, il y a des problèmes extrêmement graves liés au rapport que nos différentes communautés entretiennent avec l'État depuis l'origine. C'est essentiel d'avoir ça à l'esprit. Parce que notre État là, ce n'est pas un État sorti de néant, c'est un État qui a été installé, mis en place par les colons, avec une logique qui est une logique coloniale. Et notre peuple a été exclu dès le départ du processus de création de cet État. Notre peuple a hérité de cet État et essaye plus ou moins dans la lutte pour la démocratie, etc., de corriger certaines choses qui sont héritées de l'époque coloniale. C'est la raison pour laquelle il faut toujours en revenir à cette dimension pour comprendre la suite. Pour comprendre la suite, c'est-à-dire pour comprendre ce qui s'est passé depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, et pour comprendre aussi parfois les divergences qui ont pu exister entre les différents courants politiques. Certaines divergences d'ailleurs se sont résorbées, c'est-à-dire ont été dépassées, d'autres persistent, etc. Il y a bel et bien des discriminations très graves dans ce pays-là, dont certaines prennent leurs racines dans la conception même de l'État, tel que nous en avons hérité du système colonial, et que nous partageons d'ailleurs avec l'immense majorité des autres États africains. Parce que notre État est un État né d'une conception qui est celle de la France, qui est une conception dite assimilationniste.
dans laquelle la notion de nation est réduite à des abstractions qui nient les diversités et qui nivellent tout le monde et qui réduit tout le monde à une seule identité, qui est une identité dite primitive, c'est-à-dire qui exclut la richesse et la diversité culturelle qui a toujours été un des traits caractéristiques de l'ensemble du continent africain et de l'ensemble du monde arabe. Parce que le monde arabe et le monde africain, dans sa conception initiale des rapports entre les populations, partait d'abord de l'idée que les populations ont chacune le droit à une existence propre et que chacune des populations concernées, non seulement a droit à une existence propre, mais aussi au respect des autres. C'est ce qu'on appelle simplement la tolérance. C'est pour ça que dans le monde arabe, autant d'ailleurs que dans le monde africain, historiquement, on avait une telle diversité. Regardez ce qu'on appelle le monde musulman. Regardez le rôle joué par les Perses, les Iraniens maintenant, qui furent parmi ceux qui ont joué le rôle le plus fondamental dans le développement de la culture islamique et de la culture arabo-islamique qui en est suivie. Regardez le continent africain qui est par excellence le continent de la diversité. Parce qu'il y a combien de langues dans le continent africain? C'est fou. Regardez un pays moyen en Afrique, il y a au moins 10 langues. Nous en Mauritanie, il y a au moins 4 langues. Je ne parle même pas du Bambara. Et les Mauritaniens, dans l'histoire, ne se sont jamais fait la guerre à cause de la diversité de leur langue. Nos grands-parents, je ne parle pas de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents directement, parlaient tous chacun au moins 2 langues ou 3 langues. Et ils parlaient dans les rues ou dans les marchés sans aucun problème. Et là, chacun parle la langue de l'autre sans aucune difficulté, sans aucun problème particulier. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui parlait les 4 langues, plus d'autres langues encore, parce que ça fait partie de son univers culturel. Ça, c'est notre héritage réel. C'est ça le fond de notre histoire. C'est ça le fond de notre culture. Et revendiquer une telle diversité, c'est véritablement faire droit à notre histoire. Dire qu'il faut que la diversité soit au cœur de nos préoccupations politiques et juridiques, ce n'est rien d'autre que nous reprendre notre histoire par là où on l'avait laissée. C'est tourner le dos à la vision assimilationniste, qui est une vision très grave, héritée du système français. Parce que le système français, même aujourd'hui encore, est un système qui pose problème, y compris en France. Je parle par exemple des diversités culturelles internes, les Bretons, que sais-je encore, au point que la France a des problèmes avec le reste de l'Union européenne, parce qu'il n'a pas, par exemple, ratifié la charte dite culturelle, la charte des minorités, qui est une charte à l'échelle européenne, que la France refuse parce qu'elle n'accepte pas, ou elle n'acceptait pas jusqu'à il y a pas longtemps, elle n'acceptait pas cette diversité. Alors nous avons fait de cette vision coloniale française la vision officielle de l'État en Mauritanie. Ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement grave, parce que ça a déclenché un processus d'exclusion. Parce qu'il fallait toujours avoir un seul moule avec cette identité que nous avions, qui est héritée. Il ne faut pas que les nationalistes arabes pensent qu'en le faisant, ils rendent droit à la culture arabe. C'est faux. Ils ne rendent pas droit à la culture arabe. Et c'est ça le grand paradoxe. Ils rendent droit à la vision française, qu'ils substituent à leur propre vision, en remplaçant la vision française traditionnelle par leur propre vision. Et c'est ça qui explique que dès l'indépendance, et même un peu avant, mais déjà dès l'indépendance, le régime qui était établi s'est mis à être dans la peau du régime colonial français et à établir les rapports entre les communautés sur cette base coloniale initiale de départ. Et c'est ça qui explique donc qu'on en est arrivé à des situations où, par exemple, pendant une bonne période de notre histoire d'après l'indépendance, de ne discuter que de la question entre le français et l'arabe. Est-ce que c'est le français qui doit être l'unique langue, ou est-ce que c'est le français? Les autres langues nationales en tant que langue de nos cultures sont exclues du débat. Pourquoi? Parce que l'élite arabe et l'élite négro-africaine ne voyaient que les intérêts de l'élite et pas l'intérêt des peuples, c'est-à-dire des paysans, des éleveurs, des gens simples qui eux ne s'exprimaient pas en français et même ne s'exprimaient pas en arabe fusha, en arabe littéraire, mais en hassani, en arabe simple, en arabe dialectal, comme les halpulaar et les soninké et les autres. À partir de ce moment, il y a eu une divergence de fond entre le peuple, le petit peuple qui parle ces langues sans difficulté, et l'élite qui va faire de la question de la langue un problème de pouvoir, où les uns et les autres s'excluent. Au début, c'était les francisants qui avaient le dessus, et qui rendaient toutes les difficultés du monde aux arabisants, parce que ça aussi, ça a été connu au début des années 60. Parce que quand tu étais arabisant au début des années 60, c'était pas facile, c'était même très dur. Au point que certains arabisants avaient des difficultés à ce qu'on leur reconnaisse des fonctions et des postes parce que tout était francisé. Or, les gens qui sont sortis des Mehedra, qui ont fait les enseignements en arabe et qui ne connaissent que ça, se voyaient discriminés. Et donc, on a bien assisté au départ à une discrimination, mais qui allait à l'encontre de la composante arabe. Je parle de l'élite en termes de pouvoir.
Puis on a assisté à un phénomène de renversement parce que Mokhtar Dada avait sa conception et cette conception était devenue une conception inverse. Il s'est tourné de plus en plus dans une diplomatie orientée, de plus en plus particulière et petit à petit, sans que l'on discute de ça, sans que l'on regarde les intérêts de l'ensemble du peuple mauritanien, il s'est mis à appliquer la politique coloniale inversée. C'est-à-dire graduellement apprendre l'arabe en le substituant au français et en disant c'est l'arabe et seulement l'arabe et le reste, eh bien, on verra. C'est dans ces conditions que la crise est venue. Maintenant, pour les discriminations, mais c'est la conséquence. La conséquence de tout ça, c'est que petit à petit, les négro-africains, effectivement, et en particulier au niveau de l'élite, se sont vus exclure de l'arène publique. De plus en plus dans l'administration, de plus en plus dans les postes où, effectivement, il y avait un enjeu économique de possession, disons de patrimoine, d'argent, y compris également de plus en plus dans les secteurs économiques. Dans les secteurs économiques modernes, c'est-à-dire dans les secteurs économiques dans lesquels c'est l'État qui distribue. Et de plus en plus, cette logique va s'instaurer, qui va rejoindre d'ailleurs une autre logique très grave, qui est la logique tribale. Parce que notre pays n'est pas seulement ethnicisé, il est tribalisé également. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus l'État, investi par cette élite, jouer des rôles et des dynamiques qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre peuple, dans toute sa diversité, mais avec les intérêts d'une élite, qui va se mettre à redistribuer les richesses, à redistribuer les prébendes, en fonction de leur propre intérêt. Intérêt de clan, intérêt de tribu, intérêt de caste, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des connivences, et finalement, on en est arrivé, n'oubliez pas qu'on était dans une situation où il n'y avait pas de démocratie, où, d'une part, vous avez un circuit fermé, une logique d'une élite refermée sur elle-même, qui applique sa politique et qui détermine les conditions où elle va maintenir cette politique, et une masse de Mauritaniens, arabes, comment dire, négro-africains, dans toute leur diversité, exclus de plus en plus. Mais dans ce jeu-là, ceux qui ont été les plus perdants, c'est les négro-africains. Dans ce jeu, c'est les négro-africains. Pourquoi? Parce que le jeu tribal lui-même et les dynamiques sociales qu'elles impliquent vont aboutir à ce que les négro-africains, petit à petit, vont se retrouver, comme d'ailleurs dans certaines tribus, de plus en plus exclus de l'espace public. Et leurs intérêts vont de plus en plus être des intérêts étroitement, mais je dirais étroitement bridés, de plus en plus. Et effectivement, on va assister à des phénomènes politiques. Déjà dans les manifestes en 1966, la première crise qui s'est traduite sous la forme de l'enseignement de la langue va exprimer cette espèce de malaise. Puis ça va aller de plus en plus gravement jusqu'à ce qu'on est arrivé à une situation catastrophique, y compris de type quasiment génocidaire, avec l'attitude de Oultaya et de ce que M. Cham a dit à ce propos, et qui est tout à fait juste. Et je dirais que les descriptions qui ont été faites au niveau du manifeste, mais il faut lire le manifeste de ce point de vue-là. C'est incontestable. Il y avait des faits qui sont incontestables qui ont été relevés. Mais là où il y a eu des problèmes, et c'est là où d'ailleurs moi j'ai toujours eu des problèmes avec les flammes, y compris à l'époque, c'est un, l'analyse des causes, et deux, de qui semble être responsable de ça. Nous, à l'époque on était du MND, nous considérions que les éléments qui sont évoqués, notamment les questions liées à ces discriminations, il ne faut pas l'imputer à la communauté arabe. Que ce n'est pas une communauté qui est responsable de cette situation, mais Doula, avec une politique. Qu'il ne faut pas viser les morts, mais il faut viser ceux qui, profitant de leur place dans l'État, essayent de se servir de leur position comme couverture, en faisant semblant d'être au service de leur communauté, mais qui en réalité n'ont rien à voir avec les intérêts de leur communauté. D'exploiter donc leur position communautaire pour se servir eux-mêmes de l'État et faire de l'État ce qu'ils veulent. Leur richesse, à eux, de plus en plus en tant que richesse d'une élite, étant de plus en plus en déphasage avec l'immense majorité de la vie de notre peuple, y compris chez les Arabes. C'est d'ailleurs la raison donc pour laquelle nous avons eu des problèmes effectivement de ce point de vue avec l'analyse qui a été celle que nous trouvions qui n'est pas correcte dans le manifeste notamment, lorsque nous avons estimé que la vision suivant laquelle la Mauritanie c'est un État bidane, cette notion-là n'est pas juste. D'ailleurs, j'ai constaté que cette notion-là, les flammes y ont renoncé plus tard. En tout cas, je ne l'entendais plus. Ou l'état d'apartheid. Nous avons dit non. La situation en Mauritanie, ce n'est pas comme la situation en Afrique du Sud. C'est très différent. Ce n'est pas comme la situation en Israël. C'est très différent. Notre situation, c'est une situation qui est post-néocoloniale. Et de ce point de vue-là, et sur le fond, il ressemble aux situations que l'on trouve dans d'autres pays africains. Avec la différence que chez nous, il y a un problème de peau. Ceux-ci sont blancs, ceux-ci sont noirs. Mais dans d'autres pays africains où il n'y a que des noirs, vous avez également des problèmes de cette nature entre des communautés ayant des langues différentes. Et où certaines communautés se sentent exclues. Alors que c'est une question d'élite et de ce jeu de s'est déroulé. Donc voilà en gros, j'espère ne pas avoir été long, mais en tout cas voilà le fond de l'analyse que nous faisions et qui fait que constater des faits
Ça, je crois que c'est tellement vrai que je vais vous donner une phrase qui est venue d'un monsieur, et je vous assure que vous ne trouverez pas qui a dit ça. Il a dit, je comprends les négro-africains, c'est dans une interview, un grand monsieur actuellement. Il a dit, je comprends les négro-africains. Depuis 25 ans au moins, ils subissent une situation qui est de plus en plus inacceptable, ou une phrase comme celle-là. Maintenant, nous sommes là, nous allons nous attacher à les traiter de manière particulière pour que leur solution soit traitée. Vous savez qui a dit cette phrase? C'est Ould Abdelaziz lui-même, dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique en 2011 ou 2010. Donc le constat qui est fait des discriminations, on le fait au plus haut sommet de l'État. Le problème, c'est que le plus souvent, là c'est différent. On fait ce constat, mais dans la réalité, on n'en tire aucune conclusion pratique. On ne va dans aucune proposition concrète. Et lorsqu'on fait des propositions, on vous écoute pas. On n'entend que les préjugés, on ne fait que ce qu'on a en tête. Maintenant, ceci étant dit, je pousse pour terminer. Si j'ai cru comprendre ce que mon ami a dit concernant les lignes rouges qui figurent dans la Constitution, je commence par dire que cette Constitution, il y a certains aspects qui sont très bien, mais il y a des éléments dans notre Constitution qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Et dans une Constitution, on doit veiller et on doit surveiller surtout ce qui n'est pas bon. C'est ça la bonne démarche vis-à-vis d'une Constitution. Il ne faut pas voir que l'aspect des choses qui ne posent pas problème. Il faut voir les aspects qui posent problème. Les lignes rouges de notre Constitution, c'est l'unité de notre peuple, l'indivisibilité territoriale, la souveraineté populaire. Alors, ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer. C'est quelque chose de sacré. Et le fait que le peuple mauritanien soit musulman, ça encore, c'est une donnée fondamentale, c'est une donnée sacrée, qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, il y a des choses qui ont été mises dans la Constitution qu'il faut changer, parce que si on ne change pas ça, c'est ça qui va provoquer d'énormes problèmes. C'est ça l'abcès. Par exemple, lorsque vous reconnaissez clairement, et c'est une bonne chose, qu'il y a 4 langues nationales en Mauritanie, ils sont 4. Oui. Mais en même temps que vous dites qu'il n'y a qu'une seule langue officielle qui est l'arabe, et les autres langues, elles ne sont pas officielles, vous savez ce que ça veut dire sur le plan pratique. Ça veut dire que vous avez affirmé une chose pour ne rien dire. Parce que moi, si j'ai ma langue qui est considérée comme seulement une langue, mais qui n'a aucun caractère d'officialité, c'est-à-dire si je n'ai pas le droit de la parler en tant qu'Halpulaar, dans des institutions de mon État, parce que c'est l'État qui m'appartient aussi, au même titre que les Arabes, si je n'ai pas le droit donc d'avoir ma langue officialisée, c'est qu'on veut se moquer de moi. Et que cette façon d'affirmer que cette langue est une langue nationale, mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Donc on ne peut résoudre le problème qu'en restant effectif dans ce que nous disons. Il y a 4 langues nationales. Ces 4 langues appartiennent à 4 communautés. D'ailleurs, l'un des problèmes de notre Constitution, c'est qu'elle ne reconnaît pas la diversité ethnique. Elle reconnaît la diversité linguistique. Je vous signale que c'est très différent. Avoir une langue, c'est une chose. Après tout, on pouvait reconnaître dans la Constitution mauritanienne que le français est une langue de notre pays. D'ailleurs, c'était pendant un bon bout de temps, dans notre histoire, c'était officiel. Au Sénégal encore, on dit que la langue officielle, c'est le français. Mais il n'y a pas de français au Sénégal. Et nous n'avons jamais été, nous, français ici, dans ce pays. Pourtant, la langue avait été reconnue, le français, comme étant une langue officielle de la Mauritanie. Donc, le fait de reconnaître, je termine, que la langue officielle, c'est le français, ou c'est le chinois, ou c'est le japonais, ne nous règle pas le problème de l'identité culturelle et surtout de l'identité de notre pays. Voilà donc les problèmes qui se posent au niveau de nos constitutions qu'il faut revoir pour que nous puissions être en mesure véritablement de faire face aux difficultés et aux problèmes et pour que les gens n'exploitent pas ça pour nous diviser, pour créer des conflits dans notre pays. À ce point, Inch'Allah. أستاذ بلال، أنتم كانت لديكم طبعا إضافة استمعتم إلى خطاب الرئيس صنبجام وكذلك رئيس عبد السلام الحرمة والأستاذ لو كورمو. تحدث طبعا الرئيس صنبجام عن مشاكل ويعني عن التفرقة كما قال التهميش، وتحدث الدكتور عبد السلام طبعا عن رد على كلام الرئيس. الآن الأستاذ لوغورمو تحدث عن يعني هذه أن موريتانيا لا يمكن أن تكون إلا شعبا واحدا. طبعا هنالك بعض المشاكل التي تحدث عن ذكرها طبعا لا يمكن أن نمر بها جميعا، بدأت مع الاستعمار وانتهت مع الدولة أو الحكومة الموريتانية والسلطات الموريتانية. إذا كانت لديكم طبعا كلمة في هذا الموضوع. نعم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نعم. بالنسبة لي الحديث إذا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المنقسم بين أن أتحدث باللغة العربية أو أتحدث باللغة الفرنسية، لأني أريد أيضا أن أسمع من جميع الموريتانيين. نعم. اسمحوا لي إذا انتهيت أن ألخص ما سأقوله باللغة العربية. نعم. أولا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة في ذاكرة وذهنية الموريتانيين، هو أنهم أصحاب الماضي، ينطلقون من الماضي ولكن لا يتجاوزون هذا الماضي. الماضي مهم في فهم الواقع والحاضر، لكنه أيضا مهم لأن يتجاوز إلى أن نعيش الوقت الذي نحن فيه، أي الحاضرة. تاريخ الحركة، تاريخ الاستعمار، تاريخ الشعب الموريتاني معروف. هل نحن في هذه الفترة الزمنية التي تشكلت فيها هذه القوة، هذه الحركة، حركة فلام، هل نحن الآن في الفترة الزمنية التي كان يسود فيها الاستعمار في موريتانيا؟ نعم، هناك من جر عن الاستعمار، وهناك ظروف عاشتها هذه الحركة أو فهمت هذه الحركة فهما خاصا بوقت خاص وتشكلت انطلاقا منها، وهناك إحساس بالتهميش. لكن اليوم 2014، هل يمكن أن نثمن الجهود التي بذلت من أجل طرح القضايا، على الأقل طرح القضايا، خصوصا القضية، قضية اللغة العربية، قضية الذات، قضية وجود إثنيات، قضية وجود اختلاف. نعم. أنا أعتقد أننا اليوم يجب، سواء كنا فئة عالمة أو فئة عادية شعبا، أن نتجاوز الماضي لنحاول أن نبني مستقبلا يسمح لنا جميعا أن نعيش ونتعايش في وطن واحد وفي حاضنة واحدة هي موريتانيا ولنا جميعا. أعتقد أن السلطات الآن في الوقت الذي نتحدث فيه أنها ليست كالسلطات 1960، ليست كالسلطات 2005 حتى 2005. إنها سلطة أرادت أن تعترف اعترافا شعبيا، اعترافا معلنا بما جرى من أنواع التهميش أو أنواع القتل أو أنواع الإعدام. اعترفت بأنه حدث وأنه يجب أن يتجاوز، وطرحت بعض الشروط لتجاوزه. لا يمكن لموريتانيا أن يقول أن كل المشاكل قد سويت. هناك مشاكل ما زالت قائمة، لكن إرادة حل هذه المشاكل وفتح الباب أمام الحوار ونبذ النزاع ونبذ الصراع من أجل تحقيق المآرب، هذا يمكن أن يعد خطوة إلى الأمام من أجل بناء موريتانيا. الدولة لا يمكن أن تبنى بين عشية وضحاها، خصوصا دولة مثل هذه التي تحدث عنها زميلي وقال بأنها مبنية على فكرة الاستعمار. أريد أن أرد عليه بأن نفس المنطق الذي يريد به المستعمر أن يزيح الآخرين، إذا ما تبنى الآخرين أنهم أيضا قد همشوا، إذن سيلعبون بنفس المنطق، نفس الدور الذي كان يلعبه المستعمر. إذا كانت موريتانيا قد تبنت، هذا تاريخ، هذا في الماضي تبنت مواقف المستعمرين، فإن من يريد الآن أن يأخذ السلطة من يد مجموعة، إنه يريد نفس الإرادة. وتعلمون أن الصراع بين الشعوب هو صراع البقاء وصراع الكينونة، لكن يمكن أن نتجاوز هذه المسائل لنصل إلى حل وسط يرضي جميع الموريتانيين، وأن لهم أرضا، أن لهم وطنا، أن لهم تاريخا مشترك، أن لهم يعني هناك ما يسمى بالثوابت التي تجمع هذه الفئات المختلفة، ولا أحد ينكر الاختلاف، ولا أحد يريد التماهي مع الآخر، كل يريد أن يبقى هو ولا يريد أن يكون آخرا. لكن هناك أشياء تجعلنا وكأننا الآن في هذه الحلقة جالسين على مقاعدنا، لا بد لكل واحد منا أن يترك للآخر مجال الكلام
مجال إفصاح عن مواقفه، ولذلك يمكن أن نتعايش معا في أرض واحدة. أريد أن أرجع إلى نقطة هي نقطة اللغة. اللغة ليست لأحد، اللغة العربية ليست لأحد، إنها لغة الله، إنها لغة القرآن، إنها لغة يوم القيامة، إنها لغة الملائكة. لا يمكن أن يمتلك أحد يقول هذه لغتي. لغة هي لغة مقدسة، ولا أعتقد أن هناك أحد ينكر هذا الأصل في هذه اللغة التي أنزل بها هذا الكتاب الذي هو كتابنا جميعا. أن يقول أحد هذه لي، هذا هو المشكل الذي يحدث منذ أن بدأ التاريخ. l'appropriation هي التي يعني أن يقول أحد هذا لي، هذا هو الذي يحدث الاختلاف بين فئات المجتمع. لكن هل بدأت موريتانيا فقط من عند الاستقلال؟ موريتانيا كانت موجودة قبل الاستقلال. ماذا كيف كان يعيش أهلها في أرضها؟ كانوا يتعايشون، كانوا يتبادلون كما جرى على لسان الأستاذ. لكن المشكل المطروح هو إرادة إزاحة الآخر، إرادة سد الباب أمام الآخر. جرى ذلك في تاريخنا، لكن اليوم في الوقت الذي أتحدث فيه مع حكم الرئيس محمد عبد العزيز الذي اعترف في كيهيدي وصلى على ضحايا تلك السنين الغابرة، فتح بابا من أجل دفع بعض المستحقات لأهالي هؤلاء الذين قد تضرروا، فتح الباب أمام الحوار الوطني والنقاش، حتى أنه في آخر المطاف فتح حملته في كيهيدي. أنا لا أعتقد أن رجلا يريد أن يقود موريتانيا ينظر إلى فئة واحدة ويستتب له الأمر. لا بد أن ينظر إلى جميع الفئات. نحن مختلفون، لكن اختلافنا لا يدفع بنا إلى التنافر، لا يجب أن يدفع بنا إلى التباغض، لأن الإسلام وهو الرابط العظيم الذي يجمع بيننا ينبذ هذا النزاع وهذا التنازع، بل يحثنا على التماسك لنكون جسدا واحدا، لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أين نحن من هذا المبدأ الإسلامي الحقيقي؟ كلنا يريد أن يجد حقه، هذا طبيعي. لا أحد يأبى أن يعطي حقه لمن يريد أن ينتزع حقه، لكن كما قال الأستاذ عبد السلام بالطريقة المناسبة. العمل السياسي، الحوار السياسي، الطرق السلمية، هذا هو الذي يمكن أن يجمع الموريتانيين. نعم. أما من ادعى أنه يريد أن يجد جزءا من موريتانيا له، أن تنشق موريتانيا إلى جزئين وإلى 10 أجزاء، لا ينسى أن الفئات متعددة والقبائل متعددة والأعراق متعددة، فإذا حدث ذلك واستتب لي فئة معينة فلا بد أن تطلب الفئة الأخرى حقها. سندخل في دوامة لا يربح منها أحد، لأنكم تعلمون جميعا أن موريتانيا يجب أن تكون متماسكة، وأن الحكم فيها الآن حكم يسعى إلى التماسك، حكم يسعى إلى توطيد وتعزيز الوحدة الوطنية، حكم يسعى إلى التعددية. لا أحد يعني يسجن على كلام وقول قاله، متروك العنان لكل من أراد أن يتحدث، لكن فليعلم أنه إذا دعا إلى محظور فأول من يتضرر هو موريتانيا ككل. ما يجر لشعبه ربما لا يمكن أن يتحكم فيه بعد ذلك. نحن ندعو هنا إلى الاعتراف بالواقع الذي نعيش وتحليل الواقع الذي نعيش. طبعا لا ننسى الماضي، لكن نستخدم ذلك من أجل تجاوز الماضي وعقبات الماضي والبحث عن سبل تجعلنا نتعايش في وطن واحد كما كنا قبل المستعمر. نعم. شكرا أستاذ بلال. Je vais juste peut-être résumer ce que j'ai dit pour que mes collègues entendent très bien ce que je voulais dire. Les téléspectateurs aussi, parce que j'ai un peu suivi le développement de tous les discours de camarades. قبل طبعا الترجمة فقرات الديكسيون سنستقبل مكالمة. نعم. نعم مشاهد. الو. نعم مشاهد. الو سامعكم. نعم مشاهد تفضلوا. Merci beaucoup. Moi je voudrais saluer l'exposé de Maître Gourmaud
C'était vraiment bien dit. Et je voudrais dire à Abdeslam aussi que la façon avec laquelle il a posé le problème était nette et claire. Je voudrais dire aux représentants de l'IPR, je suis IPR, il ne faut pas politiser cette affaire-là. Cette affaire a besoin d'être bien diagnostiquée, comme l'a posé le professeur Le Gourmand et Abdeslam. Et quant à Sabatian, je voudrais tout simplement qu'il revienne plus ou moins à la logique et poser un problème de façon qu'il puisse avoir une solution. Tout simplement. Et je voudrais dire encore une fois qu'il ne faudrait pas politiser cette histoire. Et je vous remercie. يعني شكرا ميرسي نعم بسرعة نعم مبسط بما ورد على لساني بما يتعلق بالنزعة التاريخانية للموريتانيين كلنا ترجمة كنت تستخدمون في ترجمة ok excusez parce que ce que j'ai constaté à travers les interventions c'est cet esprit passéiste c'est cette mentalité passéiste. On s'accroche au passé, on l'évoque, mais on le vit en même temps. Mais ce qu'on devrait faire, c'est d'utiliser ce passé pour le dépasser, pour construire un avenir qui sied à nos populations, qui sied à notre pays, qui sied à notre avenir commun. Parce que nous ne pouvons pas continuer à évoquer les malheurs du passé, sinon on ne va jamais sortir du passé, on ne va jamais voir le présent, et on ne va jamais regarder l'avenir. Parce qu'effectivement, dans le passé, les États ne se construisent pas, n'est-ce pas, comme des champignons. L'État mauritanien est bien construit sur une logique coloniale. Et d'ailleurs, j'utilise cette même logique pour dire que la recherche d'identité, la recherche effrénée, un chercheur parlait d'hystérie de l'identité. Alors, c'est un Algérien qui a écrit et qui parle d'hystérie de l'identité. Effectivement, cette hystérie de l'identité, chacun en a une dose. Chacun veut être ce qu'il est. Chacun veut se conserver en tant que différent de l'autre. Mais, tout en étant différent, il y a des choses qui sont communes entre nous. Nous sommes dans un pays, tout simplement, nous vivons ensemble. Et nous devons travailler tous à trouver des solutions à nos problèmes, mais surtout trouver quelque chose qui nous unit. Trouver des traits d'union. Nous avons notre histoire commune, nous avons la religion, nous avons énormément d'éléments qui peuvent nous unir pour que nous puissions oublier le passé, pas pour l'oublier, le laisser dans les oubliettes, mais pour l'utiliser, pour dépasser ce passé. Effectivement, il y a eu des exactions, il y a eu n'importe quoi, il y a eu de l'exclusion, mais l'exclusion, c'est aussi un concept qui est double. Quelqu'un qui se sent exclu, l'autre aussi, quand c'est quelqu'un tient les rênes du pouvoir, l'autre se sentira exclu. Vous l'avez dit, l'histoire l'a montré. En ce moment donné, certains étaient exclus, puis après, ils ont pris le pouvoir, d'autres sont devenus exclus. Je pense que la notion d'exclusion, si on cherche à lutter contre l'exclusion, on doit construire un avenir commun. Ne pas faire appel à la violence, ne pas faire appel à la séparation. Et puis j'ai dit que l'arabe n'appartient à personne. C'est plutôt Dieu, c'est le prophète, c'est le jugement, c'est une langue du Coran, c'est une langue sacrée. Elle appartient à tout le monde. Quelqu'un ne peut pas dire c'est pour moi cette langue. Elle est à tout le monde. Et donc, personne ne veut aussi se trouver tout simplement exclu. Donc la langue arabe n'est pas un élément de séparation. Ça doit être un élément d'union. Ça doit être un trait d'union entre nous. سنستكمل مكالمة. نعم. نعم الاسم الكريم. طبعا ما خلينا نتكلموا. الاسم الكريم تفضلوا. كيف الحال يا شباب؟ ما شاء الله. اولا اشكر القناه على الموضوع، يا الموضوع اللي في الحقيقه غايه الاهميه. ويا الله يا الله يا الله وسائل الاعلام كامل الاخرى تفوت فتره طويله تتحدث عن باللي في الحقيقه كما قال بعض المتدخلين من الملاحظه على ان السلطات الحاليه للبلد على انهم عاوة قضيه مشكله الوحده الوطنيه لهم شيء، وعملوا شيء اشتغلوا من اجل يجاوزوا الوحده الوطنيه اللي يتعلق بها كل شيء، يتعلق بها مستقبل البلد ومتعلق بها تنميه البلد، يتعلق بها كل شيء، خاصه على انه نعيشوا ظروف في هاي القاره فيها من الاضطرابات وفيها من المشاكل.
والعمل من أجل الوحدة الوطنية ومن أجل تجاوز النوع من المشاكل عمل ذكي إلى أقصى حد ووطني. ولاحظنا على النظام الحالي على المشتغل من أجل هذا غير ما واكبوه الفعاليات أخرى. الأحزاب السياسية ما واكبته، ووسائل الإعلام ما واكبوه. يلا وسائل الإعلام يواكبوا القضية، تم يناقشوا يوميا نوع من الطالبات المستديرة جالسة تعدل يوميا على الأقل على أسبوعيا تعدل جميع القنوات. ويلا المواقع الأخرى الإخبارية اللي ما واحد في شبايته واحد في الله من ربي ما عنده قيمة، يلا يوفروا هذا النوع من المواضيع ويسهلوا على المجتمع على المواطنين الفهم القضية على أنها هي قضية جوهرية وأنها هي قضية أصلا واقع. احنا ما لنا كيف جنوب افريقيا، احنا ما كان فينا، احنا ما هو فينا، احنا اسلامنا ديننا اللي هو الحقيقه هو اللي يوجه جميع الشعب الموريتاني ينبذ النوع من التفرقه. فعلا كما قال المتدخلين الكاملين قبل مرحله من التاريخ خلق ذا وخلق ما هو عن رؤيه ذكيه عند البعض من اجل لا، ولو كانت هناك ايديولوجيات قد جربت شويه الدول والحاجة عن اللي قال له حكم الأقليات وكذا وحكم الأكثر، يعني ما هو حق، ما هو حق. احنا قاعد لسنا بحاجة إلى نوع من الإيديولوجيات. نحن دولة إسلامية إيديولوجية إسلامية، وللآخر يعني عود سياستنا مبنية على كيف تطور البلد، كيف نقواه وكيف نعود على مستوى تخطي التحديات الأخرى اللي متعلقة بالاقتصاد ومتعلقة باللي قالوا الجيوستراتيجية ومتعلقة بمكانة البلد في المستوى العالم كما فهم ذاك النظام الحالي. ولا هو عني من الذكر ولا هو عني مصفق غير. احنا شيء إيجابي يالطنا نقولوا كان عنه إيجابي، والشيء السلبي يالطنا نقولوا عنه سلبي، خاصة اللي نعودوا في القضايا اللي الحقيقة قضايا خطيرة، قضية الوحدة الوطنية، قضية السلب، قضية الإرهاب والقضايا الأخرى اللي الحقيقة راهي انتكست في العالم الآخر وخسرت في الأبد. يلا عندنا احنا فيه ما فيه مزايدات، يلا السياسيين يعودوا يعتبروه خطوط حمراء، ما في الكلام. مجرد عود لنا لحقوق الوحدة الوطنية، مجرد عود لنا لحقوق الوطنية تفكك البلد. رانا بدو عندهم خلافات في المناصب والخلافات في ترواد الشعب الموريتاني من أجل حزب يطلع على حزب والله جناح من البلد يطلع على جناح آخر بصراع عود منطقي ومعقول. يقال المسائل اللي خطيرة كمسألة الوحدة الوطنية ومسألة السلم ومسألة الإرهاب هاي قضايا يلا يعودوا النخبة، يلا يعودوا السياسيين، يلا يعودوا الإعلام بدسلوا خطوط حمراء ولا فيها جوق. والشعب الموريتاني واللي مات كيف كانوا الصراعات في البلد، كانوا لا صراعات نخبة وتضارب بين أصحاب البلد، وفترة بعضهم يطلع على البعض، ولا عن ذاك الحساس انعكاس أكبر من قدو على الشعب. اليوم الشعب عاد واعي كامل، والشعب عاد كامل واضح له، والشعب عاد يختار يحضر ذاته ويعود بكلمته ورعيه، والشعب عاد جاي الإعلام اليوم في بيت كل حد من المواطنين الموريتانيين. وذا النوع من الخلافات النخبة يجلى يوميا في حياة عاد المواطنين. بالتالي يلا يعود مشاهد مسؤول سياسي. معايا نعم مشاهد، حاول انك تختصر طبعا. لا نختصر، لا هم نقول عن الموضوع. اولا عن الموضوع مهم الى اقصى حد، وعلى اني قطعا عني مداخلتي ما يتعود. الو نعم انت معك. طبعا مداخلتي ما تشبه من مداخلات القوم اللي معك من الدكاتره والسياسيين ولا خارج حد اضراب واقع بلدهم، وقطعا عنهم اللي ما هم من الناس اللي ملوثه هون في الشعب الموريتاني، وبالتالي اراهم مفيده لاقصى حد. اذا توصيتي شنو على نوع من المواضيع تم حد يتحدث عنه، تم وسائل الاعلام تتحدث عنه، ويعود ما في خط احمر. القضايا تنقال كامله ويوضح نعرف اللي منه اصلا سبب الخطا كيف قال الاستاذ لو قرون على الخطا على نحن وده واقع، وشرحوا شويه الاستاذ كان الاخير كان يتكلم على ان ورثنا دوله استعماريه عندها هذه اجنده وخبزتها على الشعوب، يكتم دائما عندها وقت بقى تتدخل وفعلا خلقت في سياسه الدول. احنا كوت ديفوار هذا كل حد يعرف عنه، لا نقولوا انا ما قادرين، ما عندي اي مسؤوليه، لا نقولوا كوت ديفوار كل حد يعرف عن الحرب اللي خلقت فيها ودمرتها فرنسا، كل حد يعرف.
وبالتالي به اللي دخلت مرحله ولا تحدي استثناء. ونفس الشيء نحن نعود من الهشاشه ولان فاهمين اللي هي على الصبح دمرنا قوه اخرى خارجيه وعندها هي مصلحه في ذاك ونحن ما عندنا مصلحه لهم حد قال لا الكوار لا يربحوا ولا البيضان رابحين. يلا حد يفسر البيضان عن ذاك الفكر عن دولتهم وعن الكوار مهدين وعن ما هو حق عنده كذب. هذا اسطوره عند واحد من السياسيين يدخلوه في نفوس الناس ياكلوا وهما عندهم بها معارف اخرى. ويلا ما الكوار يفهموا عن القوم اللي كانوا في الخارج يزادهم يهودوا علاقات في الخارج عندهم قضيه يتاجروا بها. عندهم اللي ما هو حق الواقع اليوم يكذب يقول عنه ما هو حق به الواقع اليوم فيه ضباط من الكوار وفيه وزراء من الكوار وفي حتى عنه قطعات فيها رئيس كوري وعنده كان ما هو حق. هذا امور وهميه قد خلقت وتراكمت التاريخ ونحن نتخطاها. عندنا تحديات اخرى مشكله الهويه ما كانت مشكله مطروحه. الشعب الموريتاني ما كانت عنده مشكله هويه هويتنا هويه اسلاميه. عندنا وكذب المولي حد واحد سياسي وكامل وقف الشعب يتكلموا عن الهويه معنى عنه مجرم ومعنى عنه ما هو مواطن معنى عنه عنده اجنده خاص به. احنا تحدياتنا الفقر المشاكل العيش الكريم النمو الاقتصادي ونشو الدبلوماسيه الموريتانيه اللي عاد في البلاد وتواجد اطرنا في المنظمات الدوليه احد يدعمها. هذا عاد تحديات اليوم ونخلوا عنا قضيه الهويه. وشكرا والسلام. شكرا لك على هذه المشاركه القيمه. نتحول الى نقطه اخرى. مسيو البريزيدون durant les congrès du mouvement organisé à Nouakchott le 29 et 30 août et au cours de la conférence de presse tenue à la suite de ce congrès, vous avez appelé à une autodétermination en Mauritanie tout en estimant qu'elle constitue une solution pour la question de l'unité nationale. Or, l'article numéro 1 de la Constitution mauritanienne stipule toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi. Quelles sont les causes qui ont poussé le mouvement à faire de tels appels, surtout après la solution du dossier du Pacifique humanitaire? Je ne répondrai pas d'abord à cette question. Ça vous fait. Ça sort ou ça ne sort pas? Ça sort. Ouais. Vous parlez français, monsieur? Non. Honnêtement, vous parlez français, oui ou non? Il parle Maure. Moi, je parlais en Maure utilitaire, en Hassania utilitaire avant de partir en exil. Je l'ai oublié. J'aurais bien aimé, parce que j'aurais bien aimé parler Hassania pour parler au CAC. Parce que ce n'est pas à vous que je parle. Oui, je parle au peuple derrière. Oui. Je n'ai pas les moyens de leur parler. Alors, je suis isolé dans ce débat. Je suis complètement. Je détonne, c'est comme je suis. Non, il y a des gens qui ont appelé. Je termine. Non, il faut que vous compreniez le sens de mon intervention, ma remarque d'abord. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a fait ce débat pour se centrer sur les flammes. Et sur les flammes, on va demander aux gens de se prononcer. En fait, c'est ça. Mais puisqu'on veut savoir ce que veulent les flammes, et on veut engager un débat par rapport à ce que disent les flammes, mais mettez-moi dans le débat. Vous voulez que je vous réponde? Mais il faut que je vous comprenne. J'avais dit dans le débat à Watania, à Moustapha Ould Abeid Rahman, que je respecte, pour qu'il y ait débat, il faut une communication. Si vous voulez que je vous réponde sur les points sur lesquels vous voulez me critiquer, mais il faut que je les comprenne. Donc vous parlez, pas exactement pour s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que c'est faussé, comme il dit, c'est faussé au départ. Parce que si vous invitez quelqu'un et vous parlez arabe, vous lui parlez une langue qu'il ne comprend pas, et vous prêchez dans le désert, nous faisons un dialogue de sourds ici. Non, est-ce que dans le Kalamiko, je ne comprends pas. Exactement, voilà la problématique. Mais tu veux que je. Nantako Kalamiko, quand on Nantako Kalamiko, et dit donc comme une femme au Kalton, Kota au Kalton comme une Antadum. Nous, celui qui a fait l'intervention tout à l'heure, il a parlé en arabe. Mais avant lui, il y a quelqu'un qui a parlé en français. Je n'ai rien entendu. Il souhaiterait que je lui réponde, mais je ne comprends pas. Non, il n'a pas posé des questions. Peu importe, mais j'ai envie de savoir ce qu'il a dit. Je peux être dans le débat. Si je ne suis pas dans le débat, ce n'est pas la peine de m'inviter. Cette question, il faut la régler une fois pour toutes. Il faut la régler une fois pour toutes.
si je suis dans le débat, si vous parlez cette fois-ci arabe et vous voulez m'isoler, je vous parle poulard. Vous ne comprendrez rien. C'est par courtoisie, s'il vous plaît. C'est par courtoisie que moi je parle français. Le français, c'est pas mon père, c'est pas la langue de ma mère. C'est par courtoisie pour que vous me compreniez. Mais si vous persistez à me parler hassania, je ne parle pas hassania, mais il ne faut pas m'inviter. Il ne faut pas m'inviter. Je veux parler au peuple. Je dis que je regrette de ne pas parler hassania aujourd'hui. Parce que j'ai des choses à dire. Et on a intoxiqué sur mon organisation et sur mon discours. On a intoxiqué. Je veux parler pour que les gens m'entendent. Mais je ne parle pas hassania. Ce n'est pas que je ne le veuille pas. C'est que je ne peux pas. J'ai oublié le peu que je savais. Voilà la problématique. Donc si vous faites un débat, vous me mettez dans le débat. Si je ne suis pas dans le débat, vous me laissez partir. Je m'excuse, je m'en vais. C'est très clair. Ou bien je vous parle poulard, mais je ne veux pas vous gêner, parce que je sais que vous ne parlez pas poulard. Donc c'est par courtoisie que je parle français pour vous. Comprenez-le une fois pour toutes. Je suis dans le débat, on débat. Je ne suis pas dans le débat, je vous laisse débattre, je m'en vais. Là, je répondrai rapidement à ce monsieur-là. Deux choses qu'il a dit. Bon, d'abord, je suis heureux. Il a fait c'est ça que j'ai compris. Là, je n'ai pas compris. Il a fait un discours de 30 minutes, il a résumé à 30 secondes. Il a parlé en arabe, j'ai rien compris. Donc, je ne peux pas répondre. Mais ce qu'il a dit, je retiens de son intervention trois choses. La première chose, il a rappelé que la cause fondamentale de cette exclusion, c'est le type d'État. On n'est pas là. On n'est pas là. Et je pense que ça peut se situer au niveau des solutions. Mais d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est est-ce qu'il y a un problème. Et là, je pense qu'ils ont évolué. Parce que ce sont ces gens qui disaient qu'il n'y avait pas de contradiction nationale, que la contradiction, c'est le Toubab, c'est l'impérialisme. Ce n'était pas là la contradiction. La contradiction, c'est l'État qui l'a créé entre les communautés. Premier niveau. Donc c'est l'État. Oui, c'est l'État. Et c'est là où je répondrai à ce qu'il a dit. Il dit que nous avons toujours mis, indexé les mots. C'est inexact, monsieur Lou. Et c'est ça votre position qui n'a pas été honnête. Parce qu'on n'a jamais dit, vous ne pouvez pas sortir un document de l'organisation où on dit tous les mots. Ça n'existe pas. Mais comme vous vouliez que ce soit absolument comme ça, vous n'avez pas voulu le laisser, ce discours-là. Pour vous, la théorie des deux extrémistes, ça vous arrangeait. Il y a un extrémiste des négro-africains, un extrémiste arabe. Et non, c'est nous qui sommes les bons parce que nous sommes au milieu. En vérité, c'est une question, une approche de positionnement. On n'a jamais dit, parler des mots. On a dit que nous combattons l'État arabo-berbère. Oui, on n'a pas changé ça. Quand j'ai débarqué des États-Unis et que j'ai été interviewé, j'ai dit les négro-africains ne sont pas en conflit avec la communauté arabo-berbère, ils sont en conflit avec l'État arabo-berbère. Nous sommes très clairs. Nous n'avons pas varié par rapport à ça. Et c'est effectivement l'État, à partir des régimes qui se sont succédés, qui ont, initié et conçu des politiques de ségrégation et de discrimination qui ont fait que progressivement nous avons été liquidés. Donc, non. L'État n'a pas changé. Ah non, les régimes, l'État n'a pas changé. Non, les régimes ont continué dans la même lancée, à l'exception d'un régime d'exception. À l'exception d'un régime, j'ai toujours précisé ça, monsieur. J'ai toujours dit que le régime, l'intervalle de Sidi Ould Cheikh Abdallah est différent de la nature de tous les régimes qui se sont succédés. Parce que la différence entre lui et les autres, c'est qu'il reconnaît qu'il y a eu problème. Et ce régime actuel n'a pas reconnu ce problème? Non, pas tout à fait. Parce que la différence entre ce régime, et je précise, entre ce régime et le régime de Sidi Ould Cheikh Abdallah, c'est que ce régime, il veut moderniser ce pays-là, mais il veut le moderniser sans nous. J'ai donné des exemples. J'ai dit que toutes les grandes écoles qui ont été créées, l'école de médecine, l'école polytechnique, l'école des mines, l'école des officiers, le Prytanée militaire, ce sont de grandes écoles, et ça forme de grands cadres. Mais nous sommes exclus. Les Haratines, ils empêchent, on va leur demander, mais le constat est là, il n'y a pas de négro-africains, il n'y a pas de Haratines. Si tu vous dis donc que par rapport à ça, le régime d'Aziza est différent des autres, non, j'ai dit qu'il modernise les choses, mais nous, il nous laisse en rade. Le recensement, l'enrôlement, il laisse de côté qui? Les négro-africains, les Haratines. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur la question de fond. Si on débat, je vais être dans le débat. Si je ne peux pas être dans le débat, excusez-moi, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Il faut régler cette question-là. Une fois pour toutes. Sinon, je vous parle pour là. On va essayer de faire une petite traduction. Une petite traduction. Mais concernant la question que j'ai posée, la question concernant votre appel pour l'autodétermination. Bon. Je voudrais dire juste un mot.
Ok. Parce que justement, le débat, il est intéressant quand il y a un échange. Je comprends évidemment les problèmes qu'il a évoqués. J'ai évoqué d'ailleurs ce problème. Je l'évoque constamment. Bon, c'est un problème de fond. J'ai dit, et ça c'est un problème important, c'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est pas pour faire une polémique entre les organisations, je crois que ça ne m'intéresse pas d'ailleurs le public. Vous ne comprendrez que dalle de ça. Vous ne comprendrez pas grand-chose. Mais ce que j'ai évoqué, ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas un problème de constater qu'il y a eu des discriminations, qu'il y a des discriminations dans ce pays. Tout le monde le constate. Je vous ai dit que même Moula Abdelaziz dit qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a des problèmes et que lui, il va s'attacher à les résoudre. Est-ce qu'il va le faire ou non? Lui, il va dire qu'il va le faire. Moi, je dis qu'il n'a rien fait sur ça. Mais ça, c'est une autre discussion sur le fond. Mais les faits sont là. Ils sont têtus. Tout le monde le reconnaît. Et tout le monde le reconnaît d'ailleurs avec de plus en plus d'évidence. Il est vrai qu'au moment où vous aviez fait le manifeste, il n'y a pas beaucoup de monde qui reconnaissait ça. Mais je peux vous garantir une chose. C'est que nous, à l'époque où on était les MND, non seulement nous reconnaissions qu'il y avait ces problèmes-là de discrimination, mais nous étions les premiers à avoir posé ce qu'on appelait la question nationale. Le terme même de question nationale est venu des Kadihin. C'est comme la question de l'esclavage. Et on nous appelait d'ailleurs des communistes à cause de cette raison-là, parce qu'on nous disait qu'on posait ça comme on le posait en Union soviétique avec Staline, Mao Tse-tung, etc. Nous n'avons donc pas, nous n'avons jamais eu de problème en ce qui concerne l'identification de la question de la coexistence entre nos communautés dans un espace partagé qui est notre territoire national. Ça n'a jamais eu le problème. Mais là où il y a eu des problèmes, M. Thiam, c'est qu'on discutait pour savoir, qui est responsable de la situation, comment résoudre le problème et dans quelles conditions résoudre le problème. Ce n'est pas de constater le fait, mais d'où viennent les faits et comment les résoudre. Vous aviez un concept. Je ne reviens pas encore sur les jugements, sur le fond. Peut-être qu'on aura l'occasion de débattre là-dessus. Mais j'ai dit que nous avions un problème effectivement conceptuel concernant l'identification de ce problème-là, parce que vous utilisiez un terme qui était très précis. C'est de dire que l'État mauritanien est un État bilan. Nous disons non, c'est un État néocolonial. C'était la contradiction essentielle. Et d'ailleurs, en termes de contradiction, attention, nous, ce que nous disions, c'est que la contradiction entre le peuple mauritanien dans son ensemble, c'est-à-dire entre toutes les composantes, d'une part, et l'État mauritanien, c'est ça la contradiction fondamentale, parce qu'elle pose le problème de la démocratie. Que si vous voulez résoudre le problème entre chacune de nos communautés avec cet État-là, si vous voulez combattre les injustices dont les négro-africains ou les haratines sont victimes de la part de l'État, il faut créer un État démocratique dans lequel tout le monde va se sentir à l'aise, y compris les Birans. Parce que cet État n'est pas leur État. C'est ce que nous disions, nous, à l'époque. Et c'est ça qui faisait qu'on était, nous aussi, mal compris. Peut-être que vous étiez mal compris, M. Thiam. Mais admettez également que vous n'étiez pas les seuls qui n'étaient pas compris. Parce que vous pensiez que pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, il fallait que nous disions que l'État, c'est l'État des Birans. Le Dawlat al-Biran. Et nous, on a dit non. Le Dawlat al-Biran, le Dawlat, ça c'est un État néocolonial qui a été imposé à notre peuple dans son ensemble. Et qu'il y a une élite maintenant qui exploite ces contradictions qui sont réelles et qui sont suscitées par le haut et qui sont des contradictions qui n'ont pas cessé de s'élargir. D'ailleurs, le propre d'une contradiction, c'est de se développer. Et nous avions un problème conceptuel, M. Thiam, effectivement, pour déterminer qu'est-ce que la contradiction principale, qu'est-ce que la contradiction secondaire. Et beaucoup de flamistes, quand ils entendaient le Gourmand ou quelqu'un d'autre utiliser les termes philosophiques de contradiction secondaire, prenaient les termes secondaires comme quelque chose de pas important. C'est secondaire. C'est pas ça le concept de secondaire. Le concept secondaire signifie que pour résoudre la contradiction de la coexistence entre nos communautés, il faut résoudre la question de l'État. Il faut avoir un État national authentique. Il faut avoir un État national et qui soit démocratique. Tant que vous n'avez pas un État national démocratique dans lequel le peuple sera appelé à se prononcer et où il y aura la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de presse, la liberté de manifestation, etc. Toutes choses qui n'existaient pas à l'époque où nous discutions de ça. Tant que vous n'avez pas ça, monsieur, il est difficile d'imaginer que soit réglé le problème de la coexistence entre nos communautés et le problème des langues dans ce pays. Notre problème numéro 1. Et c'est ça qui faisait également nos difficultés avec les nasseristes et avec les baadistes. Parce qu'eux aussi, ils avaient une autre vision. Et je termine. Maintenant, vous avez évoqué un problème très important, le problème de la langue. Il ne faut pas que les problèmes terrestres viennent éclipser les problèmes de l'au-delà et les problèmes de Dieu. Parce que ça peut être très grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, quand nous parlons entre nos communautés,
Nous ne posons pas qu'une de nos communautés a quelque chose de supérieur à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, rien dans le Coran, attendez, rien dans le Coran ne dit que les Arabes sont supérieurs aux autres. Même dans leur langue. Attention. Ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a que dans la foi, dans la croyance en Dieu, qu'on a une supériorité ou une infériorité entre les gens. Un Arabe peut parler une langue arabe extrême. Par exemple, les Arabes, il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans, qui sont des Arabes chrétiens. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils parlent arabe, et cette langue arabe, que ça fait de la religion à laquelle ils croient quelque chose de supérieur. Donc, il n'y a pas une identité linguistique religieuse, ça n'existe pas. Il existe, attendez, j'ai fini s'il vous plaît, juste, c'est parce qu'il est important de clarifier ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on introduise la dimension religieuse dans les débats entre nous, parce qu'il n'y a jamais eu, heureusement d'ailleurs, de conflit de religion dans notre pays. Il n'y en a jamais. Et nous sommes unis sur ce plan-là. Et il n'y a jamais eu également de contestation. Et Dieu sait que c'est lui qui contestera ça sera ridicule au regard de sa propre ethnie, que la langue arabe est une langue qui, pour nous appartient en propre. Parce que historiquement et parce que aussi dans la réalité, c'est la langue de tout le monde. Et aussi, attention, j'ai pas fini. Mais il fallait que vous ajoutiez, monsieur, que le Halpulaar aussi, c'est la langue de tous les Mauritaniens. Que le Halpulaar que je parle là, c'est pour et lui, il doit défendre le Halpulaar. Et parce que c'est son identité aussi. Et que l'autre, il défend le soninké. Parce que aussi c'est son identité. C'est pour cela que les identités sont des identités partagées. Nos langues nous appartiennent à nous tous. Maintenant, que moi en tant que Halpulaar, je sois très sensible à la situation et au sort qui est fait à ma langue, parce que c'est ma langue maternelle, c'est celle que j'ai entendue. Non seulement c'est normal, mais il faut que vous soyez solidaires lorsque j'ai une difficulté. Attendez, monsieur, j'ai fini. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Regardez, j'ai suivi une information extrêmement intéressante la semaine dernière. Il y a un projet de loi qui a été déposé à la Knesset, au Parlement israélien, pour faire de l'hébreu la seule langue officielle en Israël. Réponse notamment de députés arabes israéliens pour dire que cette attitude est une attitude de discrimination inacceptable. Parce que là, on est en train de transformer purement et simplement, disait-il, l'État d'Israël lui-même dans lequel ils sont membres, comme étant un État raciste vis-à-vis d'eux par rapport à leur langue. Mais est-ce qu'ils ont raison de le dire ou pas? Non seulement ils ont raison, mais ça a toujours été ce que nous avions défendu, à savoir qu'effectivement, l'utilisation de la langue par une communauté, et en particulier, par exemple, en Israël, par la communauté arabe, est une exigence fondamentale. Maintenant, nous, entre nous, nous nous regardons. Entre nous, nous nous regardons et nous nous disons quoi? Entre nous, nous regardons et nous disons il y a des difformités, il y a des malformations. Il y a un acquis considérable qui est fondamental, c'est le fait d'avoir fait de l'arabe une langue officielle. Ça, c'est un acquis considérable. C'est un acquis définitif pour l'éternité, pour notre peuple. Mais les autres langues doivent également être élevées au même niveau. La preuve, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et ça, c'est fondamental. Voilà. La religion, on ne peut pas l'exclure. دقيقة بدون مقاطعة لحظة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلة شوي لا تعطيني الوقت اني على الاقل. ما في مشكلة. ولا نعتذر لزميلي. هاي المسؤولية تقع على قضية اللغة أو الترجمة. تقع عليكم انتم. أنا بعيط لي ما جيت هون إياك نناقش حركة فلان، جيت هون إياك نعدل حوار سياسي عن المؤتمر الأخير اللي عاد حركة فلان وقضايا أخرى وطنية. نعم. لو كان قال لي ربما لو كنتوا قلتوا لي انكم بدايه تناقشوا معي رجاج مفرنس نقول لكم يعني ماني جاي والله نجي والله نجي رجاج اخر باللي المشكله تتعلق بكم انتم. وإذا قال عنده الحق فيه ترجموا له اللي يقول ترجموا له ولا تقصوا له. اولا هو يدور الحوار يعود لكن انا قلت ما قد يفرض علي نتكلم بلغتي باللغه اللي نعبر بها ولغتي. اولا لا نقول لاخويا في الوطن واخويا في الدين اني ماني اعطيه الاسبقيه في الدفاع عن البولار عني. ومعدلها ما نتحراها من لو غورمو ولا وقايل لي ولا لي مندي. البولار والفلان مواطنين كيف مواطنين ندافع عنهم كيف دفاع عن مواطن عادي. لان اخوتي في وطن من قالوا موريتانيا واخوتي في الدين. وكيف الولف وكيف الصواك. وهو كان اولى به هو من يعد المؤتمر يوم هذا يقعد يكتب الله في تدار في اللغه الإيشاوية الاولى باللغه البولاريه. دار اللغه الفرنسيه
ودار تحت اللغة العربية. يلا يعود يعرف عن سلفاكير وجون قرنق مسيحيين جنوب السودان ويتكلمون العربية. هو مواطن والده يتكلم العربية ووالده يتكلم العربية. والديه زين دي من الموريتاني كامل اللي بلان هم اللي حماوا ذي المنطقة من عند نهر الكونغو، من جبال الكونغو والنهر السنغالي، ما خلاوا يدخلوها النصارى للمسيحيين. وتمت مآذن هو مساجدهم لا يقبل فوق، ولا كانوا عدوا بكلام النصارى، كانوا عدوا لا باللغة العربية. ذو والدي هو ما هم والدي أنا، وبالتالي هو يلا ودحرص على اللغة العربية مني أنا ما عندي لقاش آخر. ولا كان يا الله وفاء لوالديه وبرور لوالديه يدير يكون اللغة العربية الفوقانية، ولا عاد ما هو لا يديرها، يدير بعض البولارية ولا يدير فوق اللغة الفرنسية. لا يقول مثلا احنا هون نقول هون زميلي لو قرمو هو استاذ مدرس مشهور واكاديمي ودرس تلاميذه، ولا يلا يقول انا قد سمعته في محاضرات يقول عن البعث يوم الناصرين قالوا شيء، يلا يكتبوا يقول قالوها في كذا وقالوها في كذا. احنا بحزب الصواب بخرنا وثيقه عن اللغه الوطنيه، عن الوحده الوطنيه، وهي الوثيقه الوحيده اللي ترجمناها باللغه الفرنسيه ووزعناها الاطراف كامله. ولاقت بعد لو قرمو جات الاف بي ولاقت لو قرمو ورد عليه ولاقت تكلم عنها وموقع وجات باربع نسخ. بالتالي رجاش اني يعود له يقول الشيء لما يقول انا من قلت لاخوتي الفلام انهم قلت لهم فعلا من الشهور خليك 86 ودعاوا فيه لحمل السلاح، وذا اللي قالوا يوم هذا دعاوا للانفصال. هون الخطوط الحمراء اللي قال لو قرمو الخطوط الحمراء انا ذو قلت الوحده الوطنيه خط احمر. موريتانيا فيها تعدد اثني وتعدد لغوي غير، ما فيها تعدد ارضي ولا فيها تعدد ترابي. وحماية التعدد الإثني والعرقي والثقافي ما يتطلب ضرورة تعدد دويلات، وهي تجربة فاشلة في العالم كامل. قضية اللغة الوطنية هذا خيار دستوري انقبض، ولا نحن وحدنا فيه. أنت خبير في القانون الدستوري، 99% من دول العالم كلها عنده لغة وطنية واحدة ينقال اللغة الوطنية، يا غير ما هي مانعا يعودوا فهم لغات اخرى ينقال اللغه الرسميه، يعودوا فهم لغات اخرى وطنيه. يلا بعد يقد من حق قبال اللي بولار يقولوا عن تعود لغه وطنيه، ومن حق الصوانكه يقولوا عن لغه رسميه، ومن حق الورفض يقولوا عن لغه رسميه. المشكله ما هي اللغات الوطنيه، المشكله ذيك اللغه الاخرى اللي هي تفرصها اللي هي اللغه الفرنسيه. لا نعود احنا الموريتاني توحدنا لغه اخرى ما اخبرنا منش كاين اللي ذاك خالق. هذا الواقع نقدر نتفاهم عليه غير يعرفوا نفهم منه، نعتبر انه الواقع ما هو طبيعي نمرقوه بقناعاتنا كاملين، ولا هي ضامن لحد حقوق اطلاقا. هذا من ناحيه اخرى. ذا اللي قال الاخ لو قرمو في قضيه ازمه الدوله. طبيعي النظام الموريتاني لكن منظمه كامله، الانظمه اللي حكمت من الستينات عام الى انظمه توليتاريه شموليه عندها لا نظامها هي وتوب حد معها حد معارضها ضده، ولا قطع عرضها رقاش ما اقصاته وحبسته. والنضال اللي جات عدته الناس كامله، وهون هو يلا يعود كادحين فعلا كان عندهم دور محاربه الرق والوحده الوطنيه كانت عند القوى السياسيه الاخرى كامله، وانحبستهم كامله وبتطتهم كامله وهمشتهم كامله وانقطعوا رزاقهم كامله. سبقت الكادحين مشي منها وشي منهم عقبها. وبالتالي يعود ذي الناحيه هون ذي لو كان قالوا لا رقاش عادي سكت عنه، غير قالوا دكتور كيف لو قالوا يلا يعود لقضايا وتهم موثقه ومعروفه، لان التاريخ قضيه بين اليدين ولا يلا رقاش يقول فيها كون شغلك. اليوم انا وهذا نختار ترخصوا ترجموا اليوم فلان عنده فرصه انها تعود كيف نحن كاملين سياسيين، عندنا خطاب وعندنا رؤيه لها نطرحها للموريتاني، نطرحها بطريقه سلميه وبطريقه دستوريه وبطريقه خطاب سياسي كيف تعدل الناس كامله، ما هي بطريقه حمل السلاح. فلان عندها خطاب قط قالته والموريتاني عنده منه موقف. اذا عادوا ما قالوه يقولوا الموريتاني هذا ما قلناه ولا عدلناه، ويكذبوا بطريقه اللي ما يكذب عليها، وعندهم وسائل التكذيب. والله قالوه وعادوا عم متخلين عنه يعتذروا عنه. كون رقاش يعود قالوا هذا هو قالها الزميل لو قرمو الخطوط الحمراء فعلا حد من يعود يسمي الوحده يعود يطالب بانه يخلق انفصال، هذا خط احمر. من يعود يطالب بان تخلق زر هوك لوك وزر هذا خط احمر. الخطوط الحمراء ما هي متخطيه، وبالتالي هذا هو قلنا احنا انه في الخطاب اللي قاله مؤتمر فلامي هذا وقت قالت اعتبروا خطوط حمراء في الدستور وفي القوانين المنظمه الموريتاني. هذا ما ينفي اطلاقا ان هناك حقوق عند الاخوه البولار، وهناك حقوق عند السونيكي، وهناك حقوق عند الورف، وهناك حقوق عند شرائح اخرى من حقها الطالب بها ودورها، ويلا تلبى لها غير يلا تعرف عنها.
ما هي لا تنبه لك ولا مطلب الموريتاني كامله. نعم. ما خالق الشريحه اللي تقبض فيها حقوقها هذا. الشريحه اللي تقبض حقوقها من تعود الموريتاني كامله معها وقانع الموريتاني كامل ان هذه الحقوق مشروع لها يلا تقبضها في اطار الدوله الوطنيه الموحده والعلم الموريتاني الموحد والحوزه الترابيه الموحده والدستور الموريتاني الموحد والعلم الموريتاني الموحد. نعم. اذا سنستقبل مكالمه. نعم. نعم مشاهد. السلام عليكم. عليكم السلام. قناة شنقيط. نعم تفضلوا الاسم الكريم. شنقيط. نعم تفضلوا الاسم الكريم. ما سمعت. الاسم. ندور عندي مداخلة. الاسم. أنا سيدي. الاسم. بس سيدي الباب. سيدي. نعم سيدي تفضل. ألو. نعم تفضل. اسم سيدي قلت لك. نختار أو سياسي كامل أو حركات كامل. يعرفوا عن الدولة خط أحمر أو القوم عرفوا كامل هي اللي ضامنة المخدرات وواجبات. نعم. سمعت نختار المولي نقول أنا الأرض كاملة عن الشمال للشرق هذا للشعب كامل. هذه نقطة تعالب دولار لا على العرب لا تقصد هناك الأمل. الشعب الموريتاني شعب متماسك ساكن جميع البلدات. احنا هذا عرب ساكنين في الضفة ساكنين في الشمال ساكنين في الشرق. هذه مادة واحدة يلا الاستجابة من الخارج تعطينا العافية نبني دولتنا نطور الأمور تنفعنا والشعب ده. السلام عليكم ورحمة الله. نعم إذن شكرا لك سيدي. نستقبل مكالمة أخرى. من واصل مسيو البريزيدان. نعم. نعم مشاهد. الو. نعم مشاهدة. الو السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. الو حالكم لباس. ما شاء الله تفضلوا الاسم الكريم. حالكم لباس. الاسم الكريم. معاكم فاطمة. نعم فاطمة إذا كانت لديك مداخلة بسرعة. الله يوم حييتك على البرنامج زين ما شاء الله محيي الضيوف. لكن الصيد صاحب السلام يقول لنا يعطينا العافية منه خلينا من المشاكل. العافية مزايدة. نعم. نعم مشاهد تفضلوا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ ما شاء الله تفضلوا. الاسم. مرحبا. قلت لك الاسم. انا تختارنا نقدم ملاحظات شوي. اعطيني اسمك. هي على اني نعتبر على ان حد يقول مرق براسه لانه لا يعود سياسي. ينبغي وين يعود انه يعود يصبر ويعود يعرف عنه متوجه للشعب كامل ولا يعطي ينفقع على رقاش ولا يعطي يعود متشنج. نعم. ونختار الخطة اللي موجودة منهم كلهم يمثل الحزب. ونعتبر على انهم يربطهم الرؤية اللي عند فلان اللي عبرت عنها نهار هذا واللي الشقاع تعبر عنها. هي رؤية فلان وهي اللي مطروحة النقاش. اختارهم إذا عندنا عندهم اقتراحات لحل المشاكل الوطنية يطرحوها ويعبروا عنها وتعود زاد هي بديل اللي قالوهم ولا يقدر يعود فلان عاد فيها من الشجاعة اللي طرح اقتراحه. قال ما فهم حد اخر طرح له بديل عن اللي مقترح هو. نعم. وانا ارى على ان من الضروري على ان كدوله اسلاميه ينبغي نعرفوا على ان الاسلام الوقت اللي موحدتنا وهو اللي موحدنا كامل ينزل الوطن له هو العربيه تعود هي اللي من خلالها نقدوا كاملين نجابروا ونقدوا نعودوا عندنا
مثلا لغه رسميه وطنيه نحترموها كعاملين وفيها ان الفائده في الدنيا وفي الاخره. نعم. في الاخره نعم. Je voudrais bien quand même préciser une chose pour que Monsieur Sambatiam comprenne un peu, c'est que il est bien de savoir que il y a un minimum de respect à la nation mauritanienne. C'est que l'autre jour, on a vu sur les photos de leur manifestation qu'ils ont faite, on a vu un drapeau qui n'est pas celui de la Mauritanie, qui n'est pas celui qui a été conçu par le peuple mauritanien, qui est reconnu par la constitution mauritanienne, qui a été voté par la majorité des Mauritaniens. Il y a un minimum de respect de certaines choses. Et puis en plus, je pense que une telle situation demande à ce que le FLAM comprenne qu'il s'adresse à une nation et il veut la convaincre par son point de vue. Et il est essentiel qu'il parle la langue de cette population, de sa majorité. Moi, je trouve que la majorité du peuple mauritanien ne parle pas le français et non plus ne parle pas le Poulard, ni le Soninké, ni le Hassania, ni le Wolof. Mais pratiquement tout le peuple mauritanien, il a été, jusqu'à preuve du contraire, il a été tout à fait répondant et écoutant de la langue arabe. Donc il est important que vous, en tant que politicien, vous puissiez parler la langue arabe ou du moins la comprendre. Comme c'est le cas de votre collègue Le Gourmand, qui comprend bien l'arabe parfois, et parfois il ne la comprend pas, mais quand même sportivement. Moi je veux que si on veut réellement pratiquer la politique et faire une activité politique comme celle que vous souhaitez faire, il est important d'être sportif et de savoir que il faut le temps. Il faut le temps pour que vous puissiez faire passer votre message et il faut aussi avoir le moyen de communiquer. Et merci. شكرا لك مشاهد. Je le remercie parce qu'il me respecte. Parce qu'il veut que je comprenne ce qu'il dit et il veut que je réponde à ce qu'il dit. Et deuxième élément, je reviendrai un peu sur le débat par rapport à ça. Je dis qu'il faut poser le débat. Je suis dans le débat ou je suis hors du débat. Il faut que tu règles ça, sinon je m'en vais. Ouais. Bon, d'abord, je suis ravi d'entendre ce que vous dites. Je pense qu'au plan communicationnel, ce que vous dites, il y a du vrai dedans. Je devrais pouvoir aujourd'hui communiquer avec, comment dirais-je, la communauté arabo-berbère. Même si le terme majorité, je le mets entre guillemets. Oui, c'est la réalité. Bon, mais j'ai déjà dit au début de mon intervention qu'avant de partir en exil, je comprenais un Hassania utilitaire. Un Hassania ça, il faut le qualifier comme ça, un Hassania utilitaire de Banigo. Je me débrouillais quand même à comprendre un peu ce que mes camarades, à échanger avec mes camarades haratines ou arabo-berbères. Bon, mais avec l'exil, j'ai oublié. J'ai oublié à la fois ce Hassania-là, j'ai oublié également ce Soninké-là, que je parlais un petit peu. Ça, c'est par la force des choses, c'est pas ma faute. Mais est-ce que parce que je ne parle pas la langue, je ne dois pas avoir des idées à soumettre? C'est une autre question. J'ai des idées, j'ai une vision des choses, j'ai une vision de la Mauritanie. Je voudrais effectivement qu'elle aille le plus loin possible. Mais pour l'instant, mon médium, c'est le français, mon médium, c'est le Poulard. Je passe par ces médiums-là. Si j'ai des possibilités de passer par le médium arabe, je passerai par le médium arabe. Mais dans l'état actuel des choses, mes compétences ne me le permettent pas. Je suis désolé. Ça, c'est un élément de précision. Vous avez posé le problème du drapeau. Le posant comme si nous ne croyons pas au drapeau de la Mauritanie. Non, il y a des exemples un peu partout dans le monde où on voit des partis qui ont leur drapeau. Nous pensons que le drapeau que nous avons, si on pouvait il symbolise fondamentalement la Mauritanie mieux que ce drapeau vert que nous avons. Mais ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas au drapeau vert, puisque c'est lui qui est imposé et c'est lui qui existe. Nous sommes derrière lui, mais nous pensons que notre drapeau, de la manière dont il est composé, symbolise mieux la réalité mauritanienne. Comment est construit notre drapeau? En haut, nous avons dit que c'est le nord, c'est le désert. En bas, nous avons dit que c'est le sud, de la verdure. Au milieu, nous avons dit que c'est un peuple blanc et noir. Et au centre, nous avons dit que ce peuple blanc et noir doit s'interpénétrer. C'est notre vision des choses et nous pensons que la Mauritanie devrait être construite comme ça.
Mais ça, le fait que nous ayons notre drapeau ne veut pas dire du tout que nous rejetons le drapeau mauritanien. Mais si nous prenions le pouvoir, nous proposerions qu'on change ce drapeau. Parce que le vert tout court, pour moi, c'est un vert qui ne signifie rien. La couleur verte, pour moi, ne signifie rien. C'est comme si on amenait le drapeau noir du djihad. Pour moi, ça ne signifie rien. Donc, je voudrais que notre drapeau ait une signification où chacun s'y retrouve. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième élément, ils ont parlé de langue. Et j'en profite pour répondre à Bilal. Notre organisation, nous ne sommes pas contre la langue arabe. Encore une fois, et ce sont ces messieurs-là qui ont créé la... Je reviendrai, M. Lo, parce que vous avez empêché le débat de s'installer entre nous et les nationalistes arabes. Vous avez empêché le débat de s'installer entre nous et les nationalistes arabes. Vous nous avez divertis. Mais fondamentalement, je crois que si nous nous étions assis et nous nous étions accrochés, peut-être que nous nous entendrions. Mais vous avez distrait tout le monde et vous avez distrait le débat. J'ai dit que nous n'avons jamais dit que nous sommes contre la langue arabe. Jamais. Vous ne trouverez ça nulle part dans notre document. Mais nous avons dit que nous sommes contre l'instrumentalisation de la langue arabe, l'imposition de la langue arabe. Mais pourquoi vous voulez m'imposer la langue? J'ai ma langue, moi. Au nom de quel principe de supériorité? On me dit qu'elle a été officialisée. Mais elle a été officialisée dans quelles conditions? Ould Daddah a voulu nous l'imposer parce qu'il avait un plan, il avait un agenda Ould Daddah. Et au départ, nous n'étions pas contre que l'arabe soit institué. Mais nous avons compris que l'imposition de l'arabe par l'accroissement des coefficients visait fondamentalement à nous liquider. Et c'est ce qui est arrivé. L'enfant négro-africain, il va aux examens. Il va affronter la langue française, langue étrangère. Il va affronter la langue arabe sur 3 dimensions. Instruction civique, instruction morale, langue arabe. Sur 3 matières. Qui ne parle pas. Mais il est pénalisé. Ça s'est fait exprès. On pouvait parfaitement introduire l'arabe de manière à ce qu'on crée une communication entre négro-africains et arabo-berbères. Mais on n'a pas instruit dans cet esprit. Et c'est ça qui nous a leurré au départ. Tout le monde est d'accord avec la langue arabe. C'est la langue de l'islam, c'est la langue du Coran. Ok, mais il ne faut pas se servir de cette langue-là pour punir les autres, pour liquider les autres, pour les marginaliser. C'est ce qui a existé. Et voilà pourquoi il y a eu raidissement par rapport à la langue arabe. Mais ce n'est pas parce que les gens ne l'aiment pas. L'arabe est une belle langue. C'est une langue poétique, comme le français quand il est maîtrisé. Mais la manière de l'utiliser, la manière de nous l'imposer et la manière de l'instrumentaliser, c'est contre ça que nous nous sommes érigés. Donc il ne faut pas qu'on fasse de mystification ici encore. Langue arabe, langue islam. Mais oui, mais Dieu n'a pas dit que vous allez nous imposer cette langue-là et de nous punir par rapport à cette langue-là. Dieu a dit qu'il nous imposait la foi. Il nous imposait la foi, il ne nous imposait pas de langue. Mais alors, si vous reconnaissez cet état de fait, acceptez que nous avons nous aussi le droit de développer nos langues. C'est ça la réalité, c'est ça le respect. Si vous voulez que nous cohabitions, il faut que vous acceptiez que moi j'ai une identité. Mais vous ne pouvez pas me dire de gommer mon identité et de devenir vous. Où est le respect? Où est l'égalité? Voilà des problématiques qu'il faut régler. Mais c'est comme ce débat, comment il est engagé. Il m'impose le contexte de l'arabisation, ce monsieur-là. Si je le savais, je ne venais pas. Si je savais que c'est comme ça que ça marcherait, je ne viendrais pas. Parce que si vous amenez à... Bon, nous croyons que vous attendiez au minimum l'arabe. Je ne parle pas, je ne dis rien, j'ai oublié. Si vous voulez connaître les flammes, si vous voulez savoir ce que nous développons, parce que l'opinion arabo-berbère ou mort ou bidane, vous comprendre, arabo-berbère, bon. Oui, arabo-berbère, mais encore ça revient. Parce que ça choque. C'est vrai que c'est pas... Vous utilisez ce mot-là, arabo-berbère. C'est pas pédagogique. Je reconnais avec vous que c'est pas pédagogique. Mais c'est parce que simplement, moi je suis parti de ce principe-là que arabo-berbère, j'ai dit que je pars toujours de la notion sociologique. J'ai dit que j'ai appris à l'école. Et c'est à travers un livre d'histoire. Ce livre d'histoire. C'est un livre d'histoire qui a été écrit par Ould Hamidoun et Cheikh Eliman Kane en 1960. Peut-être vous étiez jeune, vous. J'ai 66 ans. Vous étiez peut-être très jeune. C'est ça que j'ai appris à l'école. La Mauritanie est composée et a été peuplée par des nègres d'abord, par des noirs d'abord. Puis au 7e, les berbères sont là. Puis au 12e, 11e, 12e, les Hassan sont venus, les vrais arabes. C'est comme ça le peuplement de la Mauritanie. Mais certains ont gommé ce livre-là, ils ont falsifié cette histoire-là, ils ont voulu faire de tout les Arabes. Je leur donne ce droit.
Mais ce que je dis à ces gens-là qui sont choqués par l'emploi d'arabo-berbère, si je dis arabo-berbère, vous êtes arabe, mais vous n'êtes pas concerné, pourquoi vous êtes gêné? Qui Maï Khalgui où? Qu'est-ce qui est Maï Khalgui quoi? Maï Khalgui quoi? Oui, oui. J'ai dit, j'ai expliqué la dernière fois. J'ai dit, j'ai expliqué la. Non, attendez. Mais vous m'avez posé une question, vous me laissez répondre. J'ai dit, à l'extérieur, j'ai rencontré des jeunes Maures qui me disent qu'ils sont berbères, mais qu'ils n'osent pas s'exprimer, qu'ils sont étouffés. J'ai lu des articles. Écoutez, ils ont monopolisé la parole. Le gouvernement l'a monopolisé pratiquement pendant 30 minutes ici. Pourquoi ne devrais-je pas parler? Alors quoi? Deuxième élément, j'ai lu à travers des articles qui sont écrits par des jeunes Maures qui réclament leur berbérité. Mais vous ne pouvez pas nier ça. Si ces gens disent que nous sommes berbères, ils l'écrivent. Et ils viennent me voir pour dire, monsieur Thiam, je suis berbère, mais là-bas, je n'ose pas le dire. Pourquoi vous ne voulez pas que je reconnaisse ça? Parce que la majorité ne veut plus être berbère, mais ces deux, ils veulent être berbères. Vous voulez que je dise, non, la berbérité n'existe plus à Mauritanie. Les bavours, les romains, le bavour, bon. Comment? Les romaniens, le bavour. Le bafour, c'est quoi? Non, je ne dis pas ça pour choquer, mais je peux gommer ça. Si ça gêne les gens, je peux dire bidan, n'est-ce pas? Si je vous dis bidan, ça vous va? Non. Oh, vous voulez quoi? Docteur oui, arabe. C'est président. Mais non, mais c'est le président. La culture, c'est la culture, la langue, c'est autre chose. C'est différent. C'est l'origine ethnique, c'est. Le berbère, c'est pas. La langue berbère n'est pas l'arabe. Accepte ça. La langue que vous parlez, les Lemtouna, c'est pas l'arabe. Monsieur le Président, pourquoi vous n'acceptez pas l'arabe comme une langue officielle pour la Mauritanie? Je n'ai pas refusé la langue arabe. Je vous dis, c'est comme vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. J'ai dit, les négro-africains n'ont jamais rejeté l'arabe. Les négro-africains se sont raidis parce qu'on a instrumentalisé l'arabe. On a imposé l'arabe. C'est pas comme ça qu'on va le faire, en imposant pour gommer leur identité. C'est ça que j'ai dit. Mais on n'a jamais été contre l'officialisation d'arabe. Il faut, quand on l'officialise, qu'on reconnaisse aussi que les autres ont le droit à leur identité. L'identité, c'est l'identité. C'est pas parce que vous êtes majoritaire, entre guillemets, que vous devez. Il n'y a pas de majorité en matière d'identité. Il n'y a pas de majorité en matière de vérité. C'est ça, c'est des données fondamentales. Donc, très bien, vous êtes arabe. Je suis pulaar. Oui, ça c'est que mais allez jusqu'au bout de votre pensée. Ne reconnaissez ça c'est que M. Abdeslam a dit. Ne reconnaissez pas que je suis pulaar seulement dans la langue, c'est pulaar. Ne reconnaissez pas que le pulaar va avec le hal pulaar en tant que composant qui existe et qui a ses droits dans ce pays-là. Allez jusqu'au bout. Pas en m'écrivant sur le papier comme ça et au passage. Non. Ça va il faut aller jusqu'au bout de l'action. Voilà la vérité. Maintenant, votre sujet est très chaud. أنا ما أتكلم. أنا ما أعطيتني. طبعا في اتفاق على كثير الوقت حتى نحاول ناخذ دقائق طبعا طبعا دقيقة فقط. خليت الكلام. أعطيت الناس الكلام وخليتني. دقيقة نعم. وأنا ما ظاهر لي عنه. نعم. نقد أنتم متابعين مع التاريخ ونذكروا آلام الماضي وإحنا عندنا أسباب موجودة لتسوية مشاكلنا في الحاضر بدلا من نفكروا في اللي خلقنا من الإعلام وانتم تباطوا عليه وانتم كلنا يقول له خير انت قطعت وانت قطعت وانت قطعت احنا اللي نخلصوا اليوم ذا اللي نقد نعود شنو من درا كنا مستعدين نبنوا موريتانيا اليوم موحدة رغم ذا اللي خلق فيها من الخلافات ورغم اننا مختلفين بعضنا عن بعض من درا كنا مستعدين نبنوا الوطن كوطن واحد من درا كنا مستعدين كاملين مع الحكومة اللي منعتنا ومبينة لنا انها مستعدة وفي كم من مرة فتحت لنا المجال وفي كم من مرة عندنا حرية التعبير وفي كم من مرة عندنا المجالات مفتوحة اين ترى نعودوا ننساو الماضي ما ننساو وياك نردموه قال ننساو وياك نبنوا مستقبل نتعايش فيه جميع الموريتانيين اين ترى نتموا نتلاوموا على الماضي اين ترى نتموا نتلاوموا على ما فعل اباؤنا هل نحن مسؤولون عن هذا المسؤولين عن اليوم مستقبلنا وبناء وطننا واتحادنا في بوتقة واحدة وهذا الانصهار وهذا اللي ينقال له الوحدة الوطنية تبتنا من اليوم وينسرق ذاك اللي مخسرها ينشر له يتراب ويندفن وذا اللي يبني هو اللي يشد اخباره احنا اليوم ترى كان عندنا دولة
نعم مستعده تبني موريتانيا. نعم. من درا كان المجهودات اللي انبذلت من عند 2009 جاي ما هي بناء من اجل توحيدنا واجل بناء وحده وطنيه. نعم. هذا هو السؤال المطروح. نعم. ما هو ذلك يخلق ديك الساعه احنا نلوم التاريخ ونلوم الناس اللي عندها شي خاسر. ليش مزينا اليوم؟ نعم. اللي معانا اليوم كان من درا كانوا مستعدين يكبنوا على الموريتانيا. La question fondamentale pour moi, ce n'est pas, pardon, je résume un peu, c'est pour qu'ils m'entendent, parce que je respecte, mais aussi on doit respecter l'avenir de ce pays. On doit penser à construire la Mauritanie. Tout ce qui s'est passé dans le passé, nous allons rester en train de nous lancer des pierres parce qu'il a été ceci, il a été cela. Comment nous allons nous construire demain? Que laisserons-nous à nos enfants demain? Est-ce que le pouvoir en place est prêt à nous épauler pour construire cette unité nationale? Est-ce que nous sommes prêts à la construire? Ou bien nous allons continuer à pleurer le passé, à pleurer les colons, le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme, jusqu'à quand? Est-ce que nous n'avons pas avec nous, est-ce que nous ne traînons pas avec nous cet esprit d'éternel colonisé? نعم. شكرا تحاول أستاذ لوغو. Oui. نعم. تفضل. Oui, bon, moi j'étais venu dans l'intention de faire des débats de fond. On a eu une partie du débat de fond, c'est bien. Il y a eu quelques couacs, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Mais je crois que chacun ici vient avec ses intentions et ce qu'il veut passer comme communication, comme message. Si je veux ne parler que de tarikh, c'est mon droit le plus absolu parce que je peux considérer que peut-être il y a des choses qui se sont passées mais que les gens ne connaissent pas. Et je peux considérer que peut-être pour faire certaines choses aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est pas un problème. On a un problème. C'est pas ça. C'est-à-dire que je comprends votre préoccupation qui est aussi que les Mauritaniens, nous cherchons à trouver des solutions à nos problèmes pour vivre mieux. Parce que nous voulons vivre mieux dans ce pays. Mais ce n'est pas contradictoire, Khouti, de parler également de ce qui s'est passé. Parce que nous avons soif de parler. Ce que nous sommes en train de faire là, Rawal, comme ce n'est pas courant de le faire. Et c'est bien que vous fassiez des émissions comme celle-là. Ça fait tomber certains préjugés. Je sais que lui, il considère que, je dis monsieur Cham, considère que j'ai des préjugés à son égard, etc. Moi aussi, je sais pertinemment qu'il a des préjugés à mon égard. C'est valable pour le monsieur qui est là, pour des raisons historiques, parce qu'on s'est affronté sur beaucoup de choses, sur beaucoup de questions. Peut-être pas vous, je ne sais pas comment ça a été. Mais le muhim, c'est qu'il faut aller au plus simple quand on veut résoudre des problèmes complexes. Parce que le problème d'identité est un problème complexe. Nous, ce que nous pensons, ce que je pense moi personnellement, sur le fond de moi-même, c'est qu'il faut que nous admettions non pas des complexités négatives, mais des complexités positives. Aujourd'hui, il y a 4 communautés fondamentales en Mauritanie. Il y a la communauté arabe. Si on la définit, c'est parce que nous avons un élément, attendez, un vecteur qui est un vecteur identitaire de base, qui est sa langue. Quand on dit Halpulaar, c'est pareil. Parce que quand les Halpulaar également, la composition est plus complexe. Parce que chez les Halpulaar, on a des éléments d'histoire qui peuvent faire que quelqu'un est d'origine sérère, mais est devenu Halpulaar. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit Halpulaar. Mais son identité aujourd'hui affirmée. Et c'est valable pour les autres. Donc j'ai terminé pour dire que ce qui est le plus important pour nous, c'est de lutter pour l'unité de notre patrie, pour l'unité de notre peuple. Et que l'unité de notre peuple signifie également que nous allons voir les choses telles qu'elles sont pour les résoudre. Et que nous allons avoir un avenir commun, mais sur la base de ce que nous avons constaté qu'il faut changer. Il faut discuter, il faut débattre, il faut dialoguer, il faut reformer ce qu'il y a lieu de reformer, il faut conserver ce qu'il y a de bon, renforcer ce qu'il y a de bon, mais élever le niveau des uns et des autres, en particulier pour les communautés dont certains droits ne sont pas encore totalement reconnus, pour qu'elles soient à hauteur et à un niveau de comprendre également ce que les autres ont pu avoir comme acquis. Je pense que c'est ça la démarche fondamentale. دكتور أنا فاهم من كيف قال لو قرموا الحوار ما أتلف الحوار اللي كنا ندورو. يعني أنا بعد اللي نقول عن القضية ناقشناها قضية تعني السياسية. حد عنده رأي سياسي يطرحه للساحة الموريتانية. يعدل له حزب، يعدل له رابطة، يعدل له رواية يطرحه ويدافع عنه. لكن اللي يعود عنده الحقوق والله عنده وسيلة أخرى ما لا هي طرحها ولا يطرحها، الطرق اللي نطرحوا بها الخطابات السياسية. ولا قد تمرق عن السلمية، ولا قد يكون عندو عندنا ثوابت، ما خالق بلد ما عنده ثوابت، ولا ثوابت محددة ولا بدها يعود الدستور. الثوابت اللي عندنا معروفة والتساهل معها وقبضها بروس اصبع ما قد مشات شهور مدة ما اختفت، ولا يلا يغيرونها
دول كانت موجوده لا تتخلق. ياسر من الدول كانت امتان وصحاح ولا كانوا عايشين في امان واستقرار اللي ما تتخلق ولا يتغير حد. اللي غير حد لا حد يجيب الاستقرار والسلم والاهل يقبض حقوقه اللي ضاعت وحقوق مواطنه الكامل. هذا هو اللي غير وهو اللي طرح فيها رقاش. هذه الفضاء الثانيه اللي نقول ان رقاش القوى السياسيه تاريخ الموريتاني ما هو الرؤيه اللي قال الاستاذ شام لا الرؤيه اللي قال قرمون لا الرؤيه قلت تاريخ الموريتاني تاريخ معروف ووقائع واحداثه معروفه وحد يكتب فيه شيء الله يكتبه ومثقه. ذلين قال له تاريخ موريتاني صار قريب وذلين قالوا تاريخ التراب من الساعه اللي خلق عليها اول انسان الى اليوم. اليوم موريتاني ما في احد يطالب بحقوق امازيغيه ولا حقوق بربريه. الى عادوا خالقين وحدين بربر كانوا هم وكانوا هم بربر ما تلاقوا خالقين. واللغه والقوميه والمجموعه اللي على اساس لغوي ما هو على اساس عرقي. به اللي نخرصوا اليوم احنا هذا اليوم ما فينا واحد يقدر يحدد اصوله ولا اعراقه تعود المن. غير فينا حد ناطق بلغه معينه ينقال الحسانيه. ناطق بالعربيه وفينا واحد ناطق بالبولاريه وفينا واحد ناطق نعم دكتور. وبالتالي يقد يعود لا شوف انا ما قلت ما هو انا قلت دكتور قلت عن المجتمع منين يعودوا هون واحدين يقولوا عن بربر خليهم يقولوا s'il y a des gens ici disent qu'ils ont des berbères il faut les laisser عرب وبربر هذه عرب وبربر هذه ما يقولها اسمعني non لا خلي اوكي خلي النمادي يقولوا حقوقهم il faut les laisser parler تتكلم عن النمادي بعد تتكلم عن النمادي بعد شو ما تتكلم عن بافور وتتكلم عن الرومان شو تم التراب عاد له ياسر من عند الرومان عاد له البافور والمجموعات السكانيه سكنتون دكتور منين يعود ما عنده وجود ثقافي ولا وجود لغوي ما تدخل دكتور الوقت انتهى اذا طبعا ينتهي الوقت طبعا نشكركم. Si vous avez quelque chose à ajouter dans une minute. Oui. Moi je voudrais j'ai dit encore une fois que j'ai refusé de parler Pulaar ici parce que je veux qu'ils comprennent ce que j'ai dit. Ah oui. C'est par courtoisie. Il faut que ce soit très clair dans votre esprit. Mais c'est un problème qu'on a dépassé maintenant. Vous devez le régler une bonne fois pour toutes. Sinon, la prochaine fois, je parlerai il faut l'excuser parce que de français. Nous croyons que vous comprenez au minimum l'arabe comme Monsieur Le Gourmand. Oui, mais il a vécu ici 50 ans et moi j'ai sorti 30 ans dehors. C'est pas la même chose. Il a peut-être fréquenté dans son mouvement beaucoup plus de comment dirais-je d'amis morts que moi. Donc la minute. Voilà. Donc ce que je voulais dire je veux que la communauté comment dirais-je arabo-berbère me comprenne. Qu'elle me comprenne. Qu'elle me comprenne. Je ne peux pas. Donc, je ne comprends pas l'arabe, je ne comprends pas le hassania, c'est pas par rejet. C'est que le peu que je comprenais, je ne le comprends pas. Maintenant, donc vous êtes maintenant en Mauritanie. Si les gens maintenant veulent comprendre fondamentalement quelle est notre philosophie, quelle est notre vision, quelles sont nos propositions, qu'est-ce que nous disons, qu'on m'invite seul. Il ne faut pas qu'on fasse un débat autour de moi. Alors que je suis liquidé, je suis. Ok, donc on vous remercie. Il faut l'excuser. شكرا لك رئيس سامبا. اوكي شكرا إذا شكرا رئيس سامبا شام. شكرا بلال الحمزة حزب الاتحاد الجمهورية. شكرا لقرمو بحزب اتحاد القوى والتقدم وممثلا عن طبعا المنتدى الوطني الديمقراطي والوحدة. شكرا دكتور عبد السلام الحمراء رئيس حزب الصواب. نشكركم مشاهدينا الافاضل على حسن المتابعة. طبعا الوقت قد سرقنا وانتهى. على امل ان نلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله من الحدث. لكم تحياتي وتحية فريق العمل في امان الله.